Aux États-Unis, la piscine du chômage, elle est glaciale. Donc en fait, quand tu t'es licencié, tu restes pas dans la piscine. Tu n'as qu'une envie, c'est de ressortir. En Europe, la piscine, elle est Un peu en plus France, chaude, elle est tiède. elle est tiède, donc on barbote. Moi, les gens me demandent tout le temps sur Finari, mais est-ce que toi, tu continues à investir en crypto alors que le marché est quand même hyper haut? Bah oui, parce qu'en fait, j'investissais quand c'était beaucoup plus bas et j'investirai quand ça sera beaucoup plus haut. Parce que c'est pas ça ma stratégie. Moi, ma stratégie, je suis pas là pour le court terme, je suis là pour les 20 prochaines années. Ils ont analysé, enfin l'équipe a analysé les portefeuilles qui étaient les plus performants. Et en fait, le dénominateur commun entre beaucoup de ces portefeuilles, c'est que les gens étaient décédés. Et donc, plus personne ne pouvait faire d'arbitrage. Et qu'est-ce que faisaient les gens? Bah, ils faisaient rien. Ouais. Ils faisaient littéralement rien. Salut Mounir, Salut Thomas, tu vas bien? ça va et toi? Ouais, ravi de t'accueillir sur le podcast Mounir, ça fait longtemps que je veux t'avoir donc je suis très très content que tu sois là. Bah, qui es-tu Mounir? Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors écoute, j'ai 33 ans, je suis franco-allemand et je travaille dans la tech depuis une dizaine d'années. Et donc là, j'ai créé une société il y a quelques années maintenant qui s'appelle Finari, qui est une app pour suivre et gérer son patrimoine. Et ça vient d'un besoin personnel. Il se trouve que j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise tech qui s'appelle Trainline, qui a été introduite en bourse. Moi, j'ai fait l'aventure, toute l'aventure jusqu'à l'IPO, l'introduction en bourse. Et ensuite, j'ai pu vendre mes parts. Et pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé avec un peu d'argent à placer. Tu l'as placé dans ta nouvelle boîte. Et donc, je l'ai passé en partie dans ma nouvelle boîte. Mais avant ça, il fallait que je trouve ma nouvelle boîte. Et donc, j'ai commencé à déjà faire l'état des lieux de ce que j'avais. Et à l'époque, j'investissais beaucoup avec un ami qui s'appelle Julien, qui est devenu mon associé. Et donc, on avait un Google Sheet qu'on partageait, tu vois, pour savoir où on en était, etc. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais attends, c'est quand même complètement dépassé d'avoir un Google Sheet. Je pense qu'on pourrait automatiser ça, parce qu'en fait, la valeur, c'est pas vraiment de remplir le Google Sheet et de le mettre à jour, c'est plutôt de l'analyser et de, du coup, prendre des décisions de gestion. Donc, je me suis demandé s'il n'y avait pas quelque chose à faire. Et après, je suis allé voir des banquiers privés, des gestionnaires de patrimoine ou tout simplement ma banque du coin de la rue. Et je leur ai demandé qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour suivre mon patrimoine. Et en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien. Et ça m'a un peu soufflé parce que tu vois, j'ai vraiment été tapé quand même assez haut dans les échelons des banques. Alors, je ne suis pas allé en family office, mais bon, tu vois, c'était gestion de fortune quand même. Et ils me disaient, bah écoutez, voilà, nous, on vous envoie un rapport tous les quarters, enfin tous les trimestres, on vous envoie un Excel qu'on prépare avec l'équipe, etc. Et je me disais, c'est quand même fou. Et donc, on a créé un tool pour nous en 1 jour et demi, qu'on a codé à 2, qui permettait déjà de connecter des comptes bancaires, qui permettait d'ajouter de la crypto, qui permettait d'ajouter de l'immobilier, des SCPI, des emprunts. Enfin, c'était assez complet. Non, c'était que actif, pardon, il n'y avait pas de passif. On l'a partagé avec des amis. Et écoute, aujourd'hui, on est 250 000 amis, plus bientôt 300 000 à utiliser Finari, donc c'est plutôt chouette. Trop bien. Et ça, t'as créé ça quand, Finari? J'ai créé la boîte le 24 décembre 2020. Pour Noël. Donc le jour de Noël, voilà, c'était le plus beau cadeau que je puisse me faire. Quelle année tu as dit, pardon? 2020. 2020, ok. Ouais, donc c'est relativement récent. C'est relativement récent. Ouais. Donc on avait lancé la bêta, ou c'est même pas la bêta, c'était l'alpha dans l'été 2020. On a créé la boîte en décembre 2020 et ensuite je dirais que le lancement officiel c'est en mars 2021 où là on a réécrit en fait l'application qu'on avait codée à 2 avec une équipe qui était du coup passée à 5 et on est reparti sur des bases saines et là c'était parti, on a fait notre première levée de fonds et puis depuis ça ne s'arrête plus. Et qu'est-ce qui t'a amené finalement à, comment dire, donc c'est un constat du fait que tu as vu que les banques n'avaient rien à proposer et ce qu'il existe quand même finalement, parce que ce que vous faites, c'est un agrégateur de patrimoine finalement. Et ça, il en existe. J'aime pas ce terme. Ah J'aime ouais. pas ce terme parce que ça fait très technique, agrégateur, tu vois. J'ai l'impression d'aller dans un... Ouais, de partir dans un outil de compta. Et j'ai rien contre les comptables. C'est juste que, du coup, moi, ce que j'essaye de faire, c'est pas de faire le meilleur outil de suivi. Moi, j'essaye de permettre aux gens... De prendre des décisions. De prendre des décisions et surtout d'avoir plus d'argent pour atteindre leurs objectifs. Et il se trouve que l'objectif partagé par la majorité de notre communauté, qui sont des CSP+, qui ont en moyenne 37 ans, c'est devenir indépendant financièrement. Et il y a plein de choses derrière l'indépendance financière. Ça peut être, tu vois, il y a le côté FIRE, vraiment arrêter de travailler. Mais en fait, nous, ce qu'on voit, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt la liberté de faire ce que tu veux. C'est le choix, en fait, l'indépendance. Mais j'ai l'impression que c'est ça, FIRE, parce que la promesse de FIRE, c'est de pas travailler. Mais dans les faits, les gens qui arrivent à devenir FIRE, ils passent par la case immobilier,
ils lèvent de la dette, ils créent de la valeur, machin. Ça demande tellement de temps et d'énergie que ça devient des entrepreneurs finalement. Ça devient leur boulot, ouais. Ça devient leur boulot et tu as tellement, j'ai l'impression, une sorte de pic d'activité le temps que tu deviennes FIRE que le jour où tu l'es, tu ne peux pas ne Tu vas pas rien t'arrêter. faire. Tu peux pas ne rien faire. Donc soit tu continues à faire des projets entrepreneuriaux, soit tu... Bah, après, tu gères aussi ton patrimoine, mais tu as besoin de faire des choses, tu vois. Donc j'ai l'impression que la promesse de FIRE, elle est... alors, elle est vendeuse, tu vois. Tu te dis, bah, j'arrête de travailler, je profite de mon temps, mais en réalité, quand tu réalises le chemin pour devenir FIRE, bah, en fait, tu peux pas t'arrêter, quoi. Et Il est raide, il est très raide le parce qu'il est chemin. raide. Surtout quand tu veux aller vite, quoi. Il faut faire de l'IMO obligatoirement. Tu es obligé de faire de l'IMO en mode vénère, c'est-à-dire voilà, faire de l'immeuble, de la division, voilà. Il faut aussi que tu investisses dans d'autres actifs, que tu prennes plus de risques, que tu te formes. Et donc c'est pour ça que ouais, je pense que la promesse FIRE, elle est alléchante, mais en réalité, quand tu y arrives, tu peux pas t'arrêter, quoi. Bah c'est ça, tu vois. Et du coup, là, moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent pouvoir avoir le choix de décider qu'en fait, ils veulent se mettre à mi-temps plutôt qu'à plein temps. Ils veulent peut-être quitter leur job, mais continuer à faire du conseil, mais peut-être pas avec la même intensité qu'ils avaient actuellement. Lever le pied, quoi. Lever le pied et pour se consacrer à d'autres choses. Et donc, pour ça, il faut qu'ils aient, du patrimoine. Et donc, c'est pour ça que je te disais, le but de Finari, c'est pas d'avoir le meilleur outil de suivi. Le suivi, c'est juste la base. C'est tu peux tout simplement pas améliorer ce que tu ne suis pas. Donc c'est pour ça qu'on fait le suivi, parce que ça n'existait pas. Une fois que tu suis, bah, il faut que tu prennes des décisions. Et une fois que tu as pris des décisions, il faut que tu passes à l'action. Et donc Finari, c'est ça, c'est tu suis, tu gères et tu investis. En tout cas, c'est la vision et le but, c'est vraiment de devenir la plateforme, la plateforme centrale de la vie financière de nos utilisateurs. Et ouais, c'est un sacré projet, il y a plein de trucs à faire. Mais on est à un moment clé, tu vois, il y a eu le Covid, il y a plein de gens qui se sont mis à investir. Il y a 1 million de Français qui ont commencé à investir qui ont investi pour la première fois pendant la crise du Covid, ou en tout cas pendant les différentes vagues du Covid. C'est du jamais vu. Donc je pense qu'on a gagné à peu près 15 ans en termes d'éducation financière en 1 an grâce à un virus créé à Wuhan. Enfin, je sais pas. Et donc, mais ça s'est pas arrêté en fait. Ce qui s'est peut-être arrêté, c'est la spéculation, c'est le côté trading, etc. Par contre, ce qui est resté, c'est la prise de conscience qu'il fallait investir. En plus, entre-temps, il y a eu une réforme des retraites. En fait, la réforme des retraites, c'est un peu ce que, tu vois, on parlait de Marc Fiorentino en amont, c'est un peu ce que dit Marc Fiorentino régulièrement, c'est que aujourd'hui, il y a une réforme des retraites, mais en fait, on repousse le problème. Le système, fondamentalement, il n'est pas tenable. C'est pas possible, en fait. Juste, si tu fais les calculs simples, si tu fais une règle de 3, ça marche pas. Ouais. Donc, au bout d'un moment, on nous vend un rêve, mais aujourd'hui, ça ne passe plus. Et donc, nos utilisateurs, et beaucoup de Français, et beaucoup d'Européens, mais même beaucoup de personnes dans le monde, ont pris conscience qu'il fallait prendre les choses en main. Et donc, prendre les choses en main, ça veut dire quoi? Ça veut dire investir et donc d'abord suivre et ensuite, tu vois, mettre en place des choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas très compliqué d'investir. Je pense qu'il y a un énorme gap entre ce que les gens pensent ou ce que quelqu'un qui débute pense et la réalité. Ouais. Et donc, c'est là où il faut, tu vois, des gens comme toi, ou nous, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est qu'il faut fermer faut réussir à rapprocher ces gens-là, en tout cas en leur donnant des clés. Et en faisant de l'éducation financière, tu vois, mon rêve, c'est que, bon, j'ai 2 rêves, enfin j'ai plein de rêves, mais en tout cas j'ai 2 rêves professionnels, c'est que Finari devienne vraiment une très très grosse boîte. Et ce que je dis souvent à l'équipe, c'est que j'aimerais devenir le Rothschild du 21e siècle. Donc c'est parce que voilà, je trouve que, alors Rothschild a beaucoup de connotations négatives, mais ça reste quand même une histoire incroyable en fait. C'est incroyable, tu vois, d'avoir créé une banque au 18e siècle et d'avoir une marque encore aussi forte aujourd'hui. Qui a une expertise, qui est encore gérée familialement. Tu vois, moi, mon rêve, c'est pas d'aller en bourse, c'est de rester privé. Et que, en fait, on soit propriétaire avec mes salariés, avec l'équipe, qu'on soit maître de notre destin. Ça, c'est la première chose. Donc, créer Rothschild, ça, c'est le premier rêve. Et deuxième rêve, c'est qu'en fait, on ait un impact sur l'éducation financière. Et ça, tu vois, au début, je n'avais pas vraiment conscience. Et en fait, c'est possible. C'est possible par plein de façons et je pense que la façon la plus simple, alors nous on fait nos vidéos et tu vois, franchement tous les jours je croise des gens, il y a des gens qui m'interpellent dans la rue qui me disent merci, qui me disent j'adore Finari, qui me disent qu'en fait ils ont ou ça leur a ouvert les yeux, qui me disent qu'ils sont passés à l'action, qui me disent qu'ils sont peut-être pas encore passés à l'action mais que franchement ça les fait réfléchir. Mais ça c'est les gens qui ont déjà, tu vois, ils ont déjà fait une démarche. Je pense qu'on pourrait tout simplement ajouter un cours ou des modules d'éducation financière à la fin du collège, enfin à la fin du collège et du lycée, pour donner les bases de
la gestion du budget, parce qu'en fait, il faut déjà gérer son budget avant d'investir, Exactement. les principes de l'investissement, comme les intérêts composés, tu vois, Les actifs, les passifs. les actifs, les passifs, le coût prix-rendement. Mm. Et avec ça, franchement, en 2 fois, allez, 10 heures de cours, tu sauves des générations entières. Et peut-être le système de retraite. Et probablement le système de retraite, parce qu'en fait, le système de retraite, personne ne va le sauver. Il faudra que nous, on se sauve nous-mêmes en capitalisant pour notre retraite. Et donc, tu vois, le truc qui est fou, c'est que moi, j'ai fait des études. J'ai fait une école de commerce, spé finance. J'ai eu exactement 0 minute de cours sur l'éducation financière. Sur la gestion de mes finances personnelles. On m'a dit, donc tu vois, l'école d'où je sortais, je crois qu'on me disait à l'époque, je sais plus les salaires, c'était 45 000 ou 50 000, enfin c'était déjà assez conséquent quand même. On me disait, voilà, vous allez gagner tant, etc. Mais en fait, on nous a jamais expliqué comment il fallait investir cet argent, qu'est-ce qu'il fallait en faire, combien il fallait dépenser, quels étaient les bons réflexes à prendre, ça sert à quoi l'épargne salariale, tu vois. Moi, j'ai fait un apprentissage, j'ai eu de l'épargne salariale et je me souviens vraiment, je travaillais chez Sanofi et il se trouve que Sanofi a une équipe de gestion en interne qui gère les fonds de pension au niveau mondial. Et donc, je crois qu'à l'époque, on gérait 12 milliards d'AUM, enfin 12 milliards d'encours. Donc, c'est beaucoup quand même. C'est plus que la plupart des gérants parisiens. Donc, on avait une équipe et on faisait de l'allocation. Et ce qui se passait à ce moment-là, c'était 2013. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Je crois que c'est 2000. Non, attends, c'était 2000. Non, c'était avant. C'était 2011-2012. Ce qui se passait à ce moment-là, c'est qu'en fait, l'équipe qui était vraiment constituée de gens excellents, qui avaient tous le CFA, qui avaient été traders, etc., ils avaient fait le constat que la gestion active, ça ne marchait pas. Et on était en train de basculer tout le portefeuille sur la gestion passive. Ça, c'était en quelle année ? 2011-2012. Je peux dire qu'à l'époque, il n'y a personne qui parlait d'ETF dans la rue, quoi. C'était très, très loin. Et même sur Internet. Et même sur Internet, c'était encore assez... Je pense qu'aux US, ça commençait à devenir assez gros. Il y avait Vanguard, tu vois, nous, on regardait beaucoup Vanguard. Il y avait State Street, BlackRock, évidemment. Alors que finalement, les ETF, ils ont été créés dans les années 90. C'est hyper vieux, Même le fonds indiciel, c'est encore plus vieux. Ça date des années 60, tu vois. Jack Bogle. C'est ça, mais le premier ETF, je crois qu'il est en 93, je crois. Ouais, mais tu pouvais... Même le fonds indiciel. Le fonds indiciel, tu vois, ça existait déjà avant. Et en fait, ce qui était génial, donc moi j'avais de l'intéressement participation et c'était, Sanofi c'est une boîte très rentable, donc j'avais un package plutôt sympa et du coup j'ai demandé à mes amis qui étaient aussi en apprentissage, mais qu'est-ce que vous faites de votre intéressement participation, parce qu'il y a ce truc, l'épargne salariale, le plan épargne entreprise, je sais pas exactement à quoi ça sert, et tout le monde m'a dit mais moi je m'achète une voiture, moi je me fais plaisir, blabla, je pars en vacances et tout. Je me suis dit ok, intéressant. Et j'en ai parlé du coup avec mon équipe, j'aurais dit, vous me recommandez quoi ? Ils m'ont dit, mais mon gars, faut investir là, faut aller chercher l'abondement maximal, faut investir, il y a un avantage fiscal, il y a 5 ans, si au bout de 5 ans, si tu gardes ton PE pendant 5 ans, t'as pas d'impôt sur la plus-value. Donc... Et moi, encore aujourd'hui, j'ai encore ce plan d'épargne qui est hyper bien géré, et d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'il y a 2 fonds, il y a un fonds 100% action, un fonds 60-40, je peux dire que le fonds 60-40, il a plutôt bien performé là récemment, c'était pas terrible, mais donc tu vois, c'était pour dire que même là, moi si j'avais pas eu ce moment où j'ai bossé spécifiquement sur le sujet, il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir un plan d'épargne et donc d'être confronté à ça, peut-être que j'aurais jamais pris ce pli. Et je sais que la plupart de mes amis ne l'ont pas pris. Et aujourd'hui, je reparle avec eux et c'est des gens qui ont des carrières brillantes, ils font du private equity, ils font tout ce que tu veux, il y en a qui gagnent des fortunes. En fait, la plupart me disent, franchement, j'ai aucune idée de ce que je dois faire. J'ai 100 000 euros sur mon compte courant. Je sais pas quoi en faire. Je sais pas quoi en faire. J'ai acheté des trucs. Alors, ils te disent, ouais, moi, j'ai 100 000 euros sur mon compte courant et j'ai fait du private equity. Ah bon ? Mais enfin, ou alors, j'ai acheté un tableau. Ou alors, j'ai de la crypto et j'ai pas d'IMO, j'ai pas de bourse, j'ai de la crypto, quoi. Voilà. Ça arrive souvent. Et donc, tu te dis, mais enfin, c'est dingue. Et ça, franchement, tu pourrais le régler avec des cours d'éducation basiques. Juste avec la fameuse pyramide du patrimoine. Ça, la fameuse pyramide patrimoniale. Ouais. Franchement, c'est la base de la base. C'est complètement... Elle devrait être affichée en elle devrait être affichée en cours. Et en fait, tu vois, je pense que... Du coup, j'ai quand même pas mal réfléchi sur le sujet. Je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas de cours ? Est-ce que c'est un espèce de complot tu vois, politique pour garder... Parce qu'en fait, ça permet quand même de vendre des produits pourris. Les banques profitent énormément, etc. Même si les banques ont aussi des difficultés, parce que... Tu vois, à cause de nous. Bien sûr. Ouais, mais aussi parce que des fois, tu vois, elles essayent d'expliquer des choses basiques à leurs clients et leurs clients ne comprennent pas. Et donc, ils se disent, attendez. Il essaie de m'enfumer, quoi. Exactement. Et donc, en fait, ce que je pense beaucoup de gens ont vu aussi, depuis Sarkozy, je pense, il y a la haute autorité pour la transparence dans la vie publique qui oblige les politiques, les députés, les ministres à déclarer leur patrimoine.
Et là, tu vois, j'avais analysé le patrimoine de Gabriel Attal, qui était encore assez intéressant par rapport à un patrimoine classique de de politique. Le patrimoine classique du politique, c'est 14 livrets, tous blindés au maximum. Une assurance vie. Une assurance vie avec que du fonds euro. Mais tu sais pas ce qu'il y a dedans, malheureusement, mais généralement, c'est du fonds euro. Peut-être un appartement. Et la résidence principale. Voilà, c'est tout. Et donc, il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas de titre financier. Et ça, moi, j'ai l'impression que c'est 80 à 90% des Français, finalement. C'est 80 à 95% des Français. En fait, la France... Immobilier, tu as la RP, tu as ton fonds euro pour le surplus, et basta. Le fonds euro, je pense que c'est un peu en train de changer là, parce que même l'assurance vie en soi, ça ne fait pas rêver, ça fait beaucoup moins rêver. Après, il y a quand même 45 millions de contrats d'assurance vie ou 44 millions de contrats d'assurance vie en France, donc ça reste l'enveloppe principale. Et c'est un peu le réflexe pavlovien, tu vois, c'est je me réveille la nuit, je me dis ok, il faut que j'investisse assurance vie. Mais en fait, non, si tu commences, faut que tu prennes peut-être un PEA ou même un compte titre. Après, ça dépend pourquoi, tu vois. Ça dépend pourquoi. Mais en fait, la réalité, c'est que, tu vois, si on parle des frais, faut quand même regarder ça. Mais même s'ils prennent une assurance vie, à la limite, c'est aussi un bon contrat pour plein de choses. Mais au moins, qu'ils commencent à faire quelque chose. Encore, faut-il prendre une bonne assurance vie. Après, il faut mettre les bonnes choses dedans. Et en fait, tout ça, tu vois, ça fait beaucoup de décisions. Donc, encore une fois, ça revient à l'éducation. Et si les Français investissent relativement mal, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie d'investir, c'est pas parce que ça les intéresse pas, c'est parce qu'ils ne savent pas, tout simplement, et parce que l'information est trop difficile d'accès. Et tu vois, nous, on a créé Finari, on a commencé par faire une newsletter, et ensuite, on s'est rendu compte qu'il fallait rendre le contenu encore plus digeste, et donc on a fait du podcast, et après, on a fait de la vidéo. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai des banquiers, et ça, c'est une vraie histoire, hein. J'ai des banquiers, je suis en train d'embaucher un banquier privé. Des banquiers privés me disent j'envoie tes vidéos à mes clients pour qu'ils comprennent certains concepts parce qu'en fait. Tu l'expliques mieux. Ouais, je sais pas, mais au moins, tu vois, c'est imagé. Le mec qui regarde ça 10 minutes et puis c'est simple. Parce que, tu sais, si je t'envoie un PDF, faut que tu lises le truc, c'est pénible. Donc, et encore une fois, moi, je pense vraiment qu'en 10 heures de base sur les finances, t'es set for life quasiment. Tu peux aller jusqu'à la retraite. Parce que tu n'as pas besoin d'être expert, tu vas pas battre le marché de toute façon. Tu as juste besoin de faire les quelques basiques. Si tu fais bien les basiques, comprendre les bases, et ça suffit. Et j'espère qu'on peut faire quelque chose à ce niveau-là pour Finari. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. Mais tu vois, moi je suis hyper optimiste pour les Français parce qu'on est quand même vraiment en train de voir un shift générationnel. Non, moi, ce que j'ai te dire, tu as dit un truc, je suis pas forcément d'accord. Tu as dit l'information est difficile à avoir. Je trouve que c'était vrai jusqu'à il y a quelques années, mais aujourd'hui, on est quand même dans l'ère de l'information où si tu veux vraiment te former en finance perso et même gratuitement, alors que je vends des formations, tu vois, donc je vais à contre-courant de ce que moi, de ce que je fais, mais vraiment, si tu veux même te former gratuitement, tu as mon podcast, ta chaîne YouTube, et je ne sais pas combien d'autres qui existent qui font du super taf, quoi. Sans compter les blogs type Avenue des investisseurs ou autres. Et alors, certes, il faut y passer du temps, il faut y passer un peu, mais pas tant que ça, tu vois, finalement, si tu commences un peu à comprendre. Donc, je pense que l'information, elle est là. Il faut juste prendre le temps de s'y intéresser, de comprendre. Et moi, j'ai même des gens qui viennent me voir, qui veulent faire de la mission de conseil avec moi. Ils disent, putain, je sais tout. Je sais qu'il faut ouvrir une assurance vie en regardant bien les frais avec une belle profondeur d'offre. Je sais qu'il faut passer par le PEA, l'avantage fiscal. Mais j'ose pas passer à l'action. Et il y a aussi ce côté-là, ils ont besoin des fois d'être pris par la main aussi. Est-ce que tu ressens ça aussi Ouais, je le vois. Ouais, je le vois. Je le vois et c'est encore, tu vois, le métier de la gestion de patrimoine. Pour moi, c'est un peu le médecin de famille. C'est un métier de relation avant tout. Et c'est pour ça que je ne crois pas du tout à l'IA qui va tout changer. Je pense que l'IA va automatiser beaucoup de choses. Et aujourd'hui, tu vas voir n'importe quel gestionnaire de patrimoine. Enfin, je pense que tu vas pouvoir témoigner. Il y a beaucoup d'administratifs, il y a beaucoup de compliance, c'est extrêmement lourd. Tout ça, c'est automatisable. Ça n'apporte aucune valeur pour le client. Et en plus, c'est extrêmement chronophage, c'est pénible tout simplement à faire. Chronophage pour le conseiller et pour le client. Bien sûr, parce que le client, il dit, attendez, moi je veux juste ouvrir un contrat, et j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie d'envoyer $1 million au Brésil. Enfin, c'est de quoi pourquoi vous me demandez 15 000 justificatifs? Ça, c'est la réglementation qui est... Exactement, qui est faite, je rappelle, pour protéger l'investisseur. Et bon, ça, je pense qu'on est en France et puis en Europe, donc dans un pays et dans un espace économique où on aime bien faire de la régulation dans le doute. Tu vois, là, par exemple, il y a l'IA qui c'est juste incroyable, tu vois, c'est l'ère de l'IA. Et qu'est-ce que nous disent nos chers, les autorités européennes? C'est qu'ils ont fait la première réglementation mondiale sur l'IA. Et en fait, quand tu passes 2 secondes à lire le texte, tu te rends compte que ça n'a aucun sens. Tu vois, ça n'a aucun sens de faire ça. Et donc, dans le doute, en Europe, on va toujours réguler, on va toujours bloquer. C'est un peu différent aux US. Mais tu vois,
je pense que quand même, c'est ce que tu disais, en fait, c'est exactement ça. C'est qu'il faut sauter le pas. Pour sauter le pas, bah, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux en parler à tes amis pour que, quelque part, ils t'encouragent. Mais si tu n'as pas d'amis qui investit, bah, tu es tout seul. Ta famille... Et on est souvent dans ce cas-là. Hein. Et on est souvent dans ce cas-là. Les gens qui consomment mon contenu, et je pense qu'ils consomment le tien, ils me font souvent la réflexion. Moi, je suis passionné, ça m'intéresse, mais quand j'en parle à mes potes... Bah, ah, mais c'est eux qui évangélisent. Ah non, ils s'en foutent pas, mais ils comprennent pas. Mais ils se ça sentent seuls, en fait, tu vois. Ah, ils sont seuls, exactement. Moi, je sens que mes abonnés et tout, ils viennent me voir en disant, ouais, bah, j'aimerais bien... En gros, j'aimerais bien trouver des gens, enfin avoir un groupe de potes comme ça, et je leur conseille d'aller dans des meet-up ou tu vois, dans des rencontres d'investisseurs. Mais ils ont aussi ce côté-là où ils s'y intéressent, mais leur cercle d'amis original, ils sont moins intéressés et ils ont l'impression de saouler un peu leurs potes, tu vois. Exactement. Et même moi, ça me l'a fait, tu vois. Mon cercle d'amis, mes amis d'enfance que je vois toujours, je suis encore le seul qui parle de ça, et au bout d'un moment, bon, je sais qu'avec eux, je parle pas forcément de ça parce que je veux pas les saouler, tu vois. Bah, mais c'est exactement ça. Et tu vois, c'est pour ça que. Et tu vois, moi, je suis le premier exemple parce que je pouvais pas en parler avec mes amis, ou très peu, avec ma famille. Ça les intéressait pas, ils comprenaient pas. C'était même l'inverse. En fait, généralement, ce qu'ils me recommandaient, c'était vraiment l'inverse de ce qu'il fallait faire parce que c'était plutôt des réactions de peur. Et du coup, on a créé un forum. Tu vois, c'est un des plus gros forums finance en France. Et c'est ce qu'on appelle la communauté Finari. Et là, c'est génial parce qu'en fait, d'un coup d'un seul, tu peux parler à des gens partout. D'ailleurs, pas qu'en France, hein, c'est juste des francophones. On a même une section anglaise. Et ce qui est incroyable, c'est que les gens ont plus confiance en des inconnus sur Internet avec un avatar bizarre qui va dire... exactement, qui va dire non, moi je pense que ce contrat-là est mieux que ce contrat-là parce qu'en fait, j'ai fait le comparatif où j'ai ouvert les deux et j'ai vu machin. Que un conseiller, une figure d'autorité. Donc, ou que ton banquier. Exactement. Mais tu vois, encore une fois, il faut faire la démarche. Et tu vois, pour la communauté, c'est un bon exemple. Une communauté, un forum, c'est toujours les mêmes mécaniques. Il y a à peu près 90% de lecteurs pour 10% de rédacteurs. C'est la majorité silencieuse. Exactement. Mais c'est pareil pour les investisseurs. Il y a plein de gens qui lisent des vidéos, enfin, qui regardent des vidéos, qui lisent des contenus, mais ils passeront jamais à l'action ou ils auront beaucoup de mal. Et donc, je pense que ça reste quand même difficile. Oui, c'est facile d'accès, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de choses que beaucoup de fois dans les conversations, tu vois, j'ai l'impression que les gens se disent mais attends, j'ai pas très bien compris le versement du dividende. Est-ce que la date de détachement, c'est vraiment... Et tu dis mais ce niveau de détail n'a aucune importance. Ouais, pour des bancs, on s'en fout de ça. Ouais, mais quand tu ne connais pas, tu te dis... Ils pensent que c'est important. Exactement. Pour démarrer, ouais. Tu vois, moi typiquement, j'ai jamais acheté de voiture de ma vie. Et là, je regardais et je me disais, wow, le nombre de questions que je dois me poser, je ne sais même pas par où commencer. Et j'ai l'impression que tous les vendeurs de voitures, ils vont essayer de m'arnaquer. Et donc, je me remettais dans la posture de quelqu'un qui n'a jamais investi. En fait, il va pas savoir par où commencer. Donc, tu vois, ce premier passage à l'acte, j'ai envie de dire, il est hyper dur. Après, sur Finari, ce qu'on a, c'est pas des gens qui hésitent encore, c'est des gens qui sont déjà passés à l'acte et qui veulent aller plus loin. Ouais, qui veulent vraiment step up et qui veulent se dire, ok, moi, j'ai déjà investi, j'ai les bases. Mais je ne suis pas un expert. Je veux optimiser, je veux vraiment mettre la stratégie en face de mon objectif, ou en face de mes objectifs. Ok. Du coup, faire la transition, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'un sujet, et j'ai envie de te poser la question, c'est que on explique que les gens, ils se forment, ils lisent, ils écoutent, et ils passent pas à l'action. Ce serait quoi, tu vois, pour toi, alors, tu vois, on donne pas de conseils d'investissement dans le podcast, évidemment, mais par où commencer, tu vois? C'est quelqu'un qui nous écoute, qui t'écoute, qui m'écoute, et qui passe pas à l'action, qui écoute, mais qui font rien. Ce serait quoi, tu vois, le premier step, la première étape, dire qui marcherait pour la majorité des gens? Par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par ouvrir une enveloppe? Est-ce qu'on commence par s'intéresser à un type d'actif, tu vois, qu'est-ce que tu conseillerais, tu vois, à tes parents qui ont 100 000 euros à placer? Alors, en gros, la première étape, tu vois. Première étape, je leur recommande de regarder ma vidéo Comment investir 100 000 euros. Et s'ils n'ont pas 100 000 euros, je recommande de regarder ma vidéo Comment investir 10 000 euros. Et qu'est-ce que je dis dans cette vidéo? Mais qu'est-ce que je dis à tout le monde, en gros? C'est assez simple. Dans l'ordre. Première question, c'est budget. Combien tu gagnes, combien tu dépenses. Tu prends ton budget des 3 derniers mois, soit tu prends tes relevés bancaires si tu n'as qu'une banque, soit tu connectes tes comptes sur Finari ou sur n'importe quelle app de budget, et tu vas juste regarder déjà ce qui rentre, ce qui sort. La base. Exactement. Et est-ce que tu as un surplus? Est-ce que tu as plus d'argent qui reste à la fin du mois que d'argent qui est sorti? Si tu as un surplus, bonne nouvelle, ça veut dire que tu vas commencer à pouvoir investir. Si tu as un déficit... Là, il y a un autre souci, il faut d'abord passer par la gestion de budget. Il faut déjà commencer par réduire les dépenses. Et franchement, c'est hyper simple. Tu as deux options. C'est soit tu augmentes tes revenus, plus difficile, soit tu baisses tes dépenses. Et donc, le plus simple, c'est de baisser les dépenses. Et moi, tu vois, la première fois que j'ai fait l'exercice, j'ai décidé que non, j'avais peut-être pas besoin d'aller au resto autant, ou j'avais peut-être pas besoin de... Tu peux réduire certains abonnements aussi. Tu peux réduire des abonnements, bon, sauf Finari évidemment, mais sinon, tu peux réduire tous les abonnements. Et donc, ok, maintenant, on va dire, tu as 200 euros de surplus ou 300 euros de surplus tous les mois.
enfin, où tu l'as vu sur les derniers mois, tu vas pouvoir passer à l'action. Bah, la deuxième chose à faire, c'est on part tout en bas de la pyramide et on va constituer un matelas de sécurité pour pouvoir en gros se prémunir contre les imprévus. Et là, en gros, ça va de 1 à 6 mois. Moi, je recommande 3 mois concrètement parce que c'est le plus simple. Donc, c'est 3 mois de dépenses courantes. Donc, vraiment, encore une fois, on prend l'exercice qu'on vient de faire, on regarde combien on a dépensé en moyenne et on va cantonner ces 3 mois. Et on me dit toujours, oui, mais sur quel support? Est-ce que j'optimise, etc. Non, franchement, tu n'optimises pas. Tu mets le livret A. Livret A, il est hyper bien rémunéré en ce moment. Il y a défiscalisé, liquide. Défiscalisé, aucun risque. C'est littéralement, si le livret A n'est pas remboursé, c'est que de toute façon, c'est la fin du système financier français. Donc, on aura d'autres soucis. On aura d'autres problèmes. Donc, livret A, il n'y a rien à optimiser. Une fois que le matelas de sécurité il est constitué, et la réalité, c'est que la plupart des gens, ils l'ont déjà, c'est juste qu'ils traînent sur des comptes courants, etc. Et donc, ils vont dire, oui, mais 3% par an, c'est pas beaucoup. Mais non, en fait, parce que t'as zéro risque. T'as zéro risque et cet argent, de toute façon, ta banque le place. Donc, en gros, tu leur fais un cadeau. Donc, chaque euro doit être optimisé. Ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu vois chez les gens qui n'investissent pas. Ils sont assez laxistes, tu vois, sur l'utilisation de l'argent. Ils vont dire, oui, mais c'est pas très grave, j'ai payé des frais, mais c'est OK, etc. Non, c'est pas OK. En fait, chaque euro, tu l'as gagné durement. Donc, je vois pas pourquoi tu le jetterais par la fenêtre 2 minutes après. Et donc, une fois que tu as placé ça, bah, c'est là où tu peux commencer à investir. Parce que là, c'est plutôt, on a anticipé pour avoir quelque chose, un matelas en cas d'imprévu. Et là, franchement, j'ai envie de dire, ça dépend un peu de tes envies. Si tu es jeune, la réalité, c'est que tu peux prendre du risque. Tu as moins de 30 ans, même tu as moins de 35 ans, il faut prendre du risque. Il faut prendre du risque, et donc il faut investir en action. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais, pour être FIRE, il faut faire de l'immobilier. Je pense pas, en fait. Moi, je pense qu'il y a un FIRE à faire uniquement sur des actions. C'est plus long. C'est beaucoup plus long, mais en fait, ça dépend combien tu investis. Si tu as un taux d'épargne. Tu n'as pas d'effet de levier avec les actions. Non, tu n'as pas d'effet de levier, mais tu as un taux de rendement qui est juste supérieur en fait en moyenne et tu n'as juste aucun effort, littéralement. Je suis à aucun effort. Je suis complètement d'accord. Mais tu n'as pas l'effet de levier. Voilà, et je pense que ça fait quand même son effet parce que si tu veux aller vite, en tout cas, je pense que l'immobilier, ça reste un point de passage obligatoire. Et je dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Moi, j'adore les actions aussi et je suis complètement d'accord. Historiquement, les actions ont largement surperformé l'IMO. Mais là, il faut pas oublier aussi que ça fait 15 ans qu'on est dans un marché super haussier. On n'est pas à l'abri aussi d'avoir un marché baissier. Ouais, on est sur un marché hyper haussier sur l'immobilier aussi. Là, on a eu une petite correction, mais tu vois, ça fait 20 ans que ça n'arrête pas d'augmenter. Et donc, tu vois, on va dire, tu as 30 ans, tu veux commencer à investir, tu peux épargner 200 ou 300 euros par mois. Bah ouais, je commencerai par ouvrir un PEA dans une banque en ligne. Je mettrai un ETF dedans. On me dit toujours, oui, mais il faut plusieurs ETF. Non, pourquoi il faut plusieurs ETF? Oui, il y a un risque de contrepartie si l'émetteur fait faillite. Mais encore une fois, on parle de Amundi, BlackRock, des noms, enfin c'est iShares, mais c'est des noms qui sont quand même Invesco, BNP, tout ce que tu veux. C'est des noms qui sont très solides. Donc, tu vois, typiquement, ça, c'est un point de détail. Il y a pas mal de débats sur notre communauté sur la faillite des émetteurs. C'est pas important à notre stade parce que si on va sur des gros émetteurs, oui, il y a un risque, mais c'est pas le moment de s'en préoccuper. Parce qu'il y a aussi y a plein d'autres risques par ailleurs. Donc, c'est quelque chose qu'on ne contrôlera pas. Donc, a priori, c'est pas vraiment nécessaire d'y passer des nuits blanches. Tu vois. Et donc, un ETF, MSCI World, et même j'irai plus loin, moi, en ce moment, ce que je fais, et j'en parle pas mal avec mon équipe, c'est que je fais plus que du S&P 500. Parce qu'en fait... Il y a ce débat-là entre MSCI World et S&P 500. Ouais, je préfère le S&P 500 parce qu'en gros, le S&P 500, c'est 60% du MSCI World. 70, tu vois, en plus avec les magnifiques 7 qui sont en train de prendre, tu vois, de toute vitesse. La réalité, c'est que ce qui fait la surperformance du S&P, c'est la tech. La tech, elle est principalement américaine. Il y a quelques boîtes tech européennes qui sont très belles, notamment ASML ou Dassault. Mais ça reste, alors, à part ASML qui est vraiment à part, parce que c'est littéralement le producteur qui permet de faire des j'ai pas le mot en français, des semi-conducteurs. C'est des semi-conducteurs, tu vois. Donc ils produisent une machine ou 2 machines par an qui valent des milliards. Donc c'est une boîte très très particulière, mais bon, il y en a une quoi. Et en plus c'est plutôt une boîte de hardware que de software. Donc franchement, moi j'ai envie de dire, historiquement le S&P 500, il a fait mieux. Il a fait 10% par an depuis sa création. Alors évidemment, il y a plus de volatilité, il y a plus de variance dans les performances. Mais en fait, tu vois, moi j'ai eu un prof de macro et microéconomie, que je salue d'ailleurs parce qu'il vient de se marier, qui disait, aux États-Unis, la piscine du chômage, elle est glaciale. Donc en fait, quand tu t'es licencié, tu restes pas dans la piscine. Tu n'as qu'une envie, c'est de ressortir. En Europe,
La piscine, elle est Un peu en plus France, chaude, elle est tiède. elle est tiède, donc on barbote. Et ben, c'est un peu pareil pour l'économie. L'économie américaine, quand ça va bien, c'est génial. Tout le monde devient riche. C'est la folie. Les gens, ils dépensent comme des fous. C'est n'importe quoi, tu vois. Quand ça va mal, c'est la crise absolue. Il y a des gens qui perdent tout. Enfin, c'est terrible. Mais par contre, du coup, c'est la version la plus pure du capitalisme. Et donc, statistiquement, en fait, et ça aussi, tu vois, c'est un peu une illusion. On a l'impression qu'il y a beaucoup de crises financières. Mais en fait, quand tu regardes en moyenne, je regardais sur le S&P 500, alors, je ne vais pas te dire de bêtises, mais de mémoire, c'était entre 73 et 75% de jours haussiers sur l'année. Ça fait beaucoup quand même. Oui, ça baisse de temps en temps, mais en fait, ça baisse pas si souvent que ça. Ouais. Donc, autant aller là, autant aller vers le marché qui a le plus gros potentiel de retour. Le seul problème, c'est que tu vas t'exposer au dollar. Mais je suis pas sûr que ce soit un problème, parce qu'en fait, encore une fois, moi, j'ai plus confiance dans les Américains pour rester leaders mondiaux que dans les Européens, qui est tu vois, un espèce de un agrégat de pays qui ont tous des objectifs différents, qui a une monnaie unique, mais en même temps qui a des fiscalités différentes. Enfin, mais tu diversifies quand même, moi je trouve au contraire, parce que si tu as, j'en sais rien, tu as ton assurance vie qui est plein de fonds euros, par exemple sur ta partie safe, si tu mets tout sur la S&P 500, au contraire, tu es diversifié en devises, quoi. Ouais, tu es hyper diversifié. Mais même au sein du S&P 500, tu es hyper diversifié. Tu as quand même 500 entreprises qui ne vendent pas que à des Américains, qui vendent partout dans le monde. Enfin, tu vois, tous les McDo et compagnie, voilà, c'est des sociétés mondiales. Et après, moi, ce que j'aime bien faire, donc, si on reste sur la partie action, moi je pense qu'il faut faire du stock picking parce que on a tous. Alors je reviens juste sur la partie ETF. Vu qu'on découpe un petit peu, tu vois, donc dans le socle passif, moi j'appelle ça le socle passif, donc le portefeuille ETF, toi tu penses que un seul ça peut suffire pour démarrer. T'as pas de. Pour toi, tout ce qui est ETF de conviction thématique, c'est quelque chose ou smart beta, c'est des choses que tu aimes bien, au contraire que tu fuis? Alors, je vais te donner mon opinion brute de décoffrage. Je trouve que ça ne sert absolument à rien. Et franchement, c'est du marketing. Le smart beta, c'est du marketing. J'adore les émetteurs, hein, je les salue tous parce que je leur parle. Mais franchement, faut arrêter avec ça. En fait, ils essayent de... Battre l'indice. Non, mais en fait, ils essayent d'inventer des nouveaux produits parce qu'ils ils essayent de collecter encore plus, ce que je comprends. Et donc, oui, il peut y avoir des choses intéressantes, mais moi, je crois pas... Enfin, les ETF thématiques, franchement, ça m'intéresse pas du tout. Les ETF avec des stratégies un peu, tu vois, qui sont un peu plus smart, ça m'intéresse pas non plus. En fait, il y a beaucoup d'ETF qui font déjà, tu vois, de l'échantillonnage ou qui vont faire du lending de titres, etc. Donc ça permet déjà de surperformer l'indice. Donc, pourquoi faire mieux? Enfin, en fait, c'est pourquoi prendre le risque de faire moins bien pour aller chercher et grappiller des petites choses. Moi, le S&P 500, tu vois, c'est encore une fois 10% par an depuis 100 ans. Et en face, des produits qui existent depuis assez peu de temps, parce que Smart Beta, c'est quand même assez récent. Tous les ETF, tu vois, il y a beaucoup de gens chez nous qui ont des ETF Water. Maintenant, il y a des ETF IA, etc. Il n'y a quasiment pas d'historique sur ces produits, c'est extrêmement récent. Puis c'est des risques de hype, moi, je trouve aussi. Exactement. Donc, souvent, quand l'ETF thématique il est sorti, c'est que généralement, on est au pic de la hype. On est au pic de la hype. Alors pas tous, mais beaucoup, quoi. Et en plus, il ne faut pas oublier que l'ETF, le S&P 500, ce qui est génial, c'est que... Fonction auto-nettoyante. Exactement. Alors que l'ETF hype, tu vois, typiquement, c'est comme les SCPI thématiques. Les SCPI thématiques, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux parce que quand le marché dans lequel ils sont positionnés, par exemple, on va prendre la santé, parce qu'il y a beaucoup de SCPI sur le secteur, quand le marché est très haut, catastrophique, parce qu'en fait, ils achètent des actifs très, très, très chers. Et quand le marché se retourne, en fait, ils sont pas diversifiés. Ils sont pas diversifiés et surtout, généralement, ils sont tellement gros qu'ils ont personne à qui vendre et donc ils se font découper parce qu'en fait, tout le monde, c'est comme, c'est vraiment l'éléphant qui se balade et tout le monde sait que il va devoir liquider des actifs parce que il est obligé d'aller chercher de la perf. Donc en fait, dans les marchés haussiers, c'est pas terrible, dans les marchés baissiers, c'est catastrophique. Donc là, c'est un peu pareil. Moi, je préfère être diversifié et il se trouve que je préfère les US, mais en parallèle, on a quand même des super belles boîtes en Europe. Et plus particulièrement en France, mais aussi en Europe en général. Et donc, je pense que tous les gens que je croise me disent, voilà, moi j'aime bien m'intéresser à des entreprises, ou alors j'utilise des produits, et donc j'aimerais bien pouvoir acheter l'action de ce produit. Et tu vois, typiquement, moi ce que je fais à chaque fois que j'achète des produits Apple, j'ai tout Apple, j'achète des actions Apple pour compenser, parce que je sais que le MacBook, en fait, il va se déprécier. Ouais. Il va se déprécier. Si j'avais acheté des actions Apple, ça m'aurait rapporté beaucoup plus. Et donc, ce qu'on peut faire, et ce que je recommande, c'est de faire 10 à 20% de stock picking en parallèle, parce que ça permet deux choses. Ça permet de
un peu d'assouvir son besoin De faire mieux que le marché. voilà, de quand même aller essayer de battre et Mm. du coup aussi de passer un peu de temps sur les entreprises et donc d'avoir aussi une attache un peu émotionnelle, donc assez irrationnelle en fait, parce qu'on n'est pas des Mm. professionnels. En tout cas, la plupart des investisseurs ne sont pas des professionnels. Et ça permet d'aller chercher les bonnes boîtes européennes et donc d'éviter aussi, tu vois, moi je ne recommande vraiment pas les boîtes qui sont détenues par l'État, c'est hyper dangereux. Les boîtes qui sont politiquement exposées, etc. Donc plutôt aller chercher les belles boîtes. Typiquement en France, on a un secteur qui marche très bien, ça s'appelle le luxe. Il y a une boîte qui s'appelle LVMH, en fait c'est littéralement un ETF luxe, mais en fait tu peux acheter du Ferrari, tu peux acheter du Kering, tu peux acheter du Moncler, il y a plein de choses que tu peux acheter, tu vois. Sur le stock picking, quelle est ta stratégie, si on peut dire que c'est une stratégie, ou quels sont les critères que tu vas regarder en priorité? Moi ce que je regarde c'est, moi je veux des sociétés qui seront encore là dans 50 ans, qui ont des avantages compétitifs hyper forts, donc ce qu'on appelle des moats, tu vois, qui sont très très bien protégés. Et ça, tu le vérifies comment? Tu as des chiffres ou des Moi, ratios? en fait, tu vois, moi non, je lis les rapports. Je lis le rapport et je regarde ce qu'ils racontent, et après je compare, et après je me forme mon opinion. Tu vois, moi j'ai une thèse assez, enfin, pas très développée sur le luxe, mais je crois que le luxe, bah, ça va continuer à se développer. Il y aura de plus en plus de gens riches. Le luxe, c'est de l'image, c'est la capacité d'augmenter les prix est très fort, beaucoup plus que l'inflation. C'est la rareté. En fait, tu peux pas inventer des marques de luxe comme ça à la chaîne. Donc, quand tu as un groupe ou une entreprise qui détient des actifs extrêmement populaires, que les gens s'arrachent, et qui protège ces actifs, et qui en plus a énormément de cash pour continuer à investir ou racheter des concurrents, moi je pense que c'est une société qui est bien positionnée. Honnêtement, tu vois, je ne vais pas passer des heures et des heures à analyser les ratios, c'est pas du tout mon métier, c'est pas non plus ce qui m'intéresse, mais du coup j'ai un portefeuille de stock picking qui est extrêmement concentré. De mémoire, combien de valeurs tu as? J'ai 7 valeurs de mémoire. Donc j'ai 2 valeurs françaises, une pétrolière, une luxe, et j'ai 5 valeurs américaines, une pétrolière et 4 tech. Ok. Et donc, très concentré quand même ton stock picking. Très concentré, mais parce qu'en plus, mais c'est de la conviction, parce qu'en fait, je suis là pour battre le marché. Je suis aussi là pour. Concentres, ouais. Donc je concentre, je prends des gros bets, tu vois, c'est des positions qui sont assez conséquentes. Mais sur des grosses caps quand même, ça reste des grosses caps. Ça reste des très très grosses sociétés. Ça reste des très très grosses sociétés. Mais tu vois, quelqu'un qui a acheté du Nvidia il y a quelques années, c'était déjà une large cap. Maintenant, c'est une méga cap. Enfin, maintenant, ça va devenir potentiellement la plus grosse boîte du monde en termes de capitalisation boursière. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de limite. Et tu vois, je me souviens, j'ai mon collègue qui avait acheté du Apple quand on faisait nos études. Et il me disait, ah là, c'est vraiment devenu cher, mais j'ai quand même beaucoup acheté d'Apple. Et tu regardes Apple depuis, mais ça a explosé littéralement. Et je pense que la boîte est beaucoup plus belle aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a du potentiel d'appréciation? Moi, je pense. Donc, tu vois, c'est pas parce qu'une boîte est très grosse qu'elle peut pas continuer à croître. Et c'est même plutôt l'inverse, parce qu'en fait, elle est en position de force, elle a des avantages compétitifs qui sont hyper durs à déloger. Donc, ça, c'est ma vision de l'investissement action. C'est ETF, la partie ennuyeuse. C'est S&P 500 ou MSCI World, ou alors ça peut être aussi, tu vois, je vois beaucoup de gens qui font S&P 500 Europe et émergents, comme ça ils se font partout, leur MSCI All Countries, qui n'existe pas en PEA, mais que tu peux très bien reconstituer, que tu peux prendre en compte titre. Et après, ça c'est la première partie, et l'autre partie que j'aime bien l'immobilier, comme toi, tu vois. Je pense qu'on a un avantage en France, on a des taux fixes, c'est quand même relativement simple d'emprunter si tu es en CDI, beaucoup plus compliqué si tu es entrepreneur, mais ça se fait. Et donc, faire du bien locatif, c'était quand même un peu la martingale pendant longtemps, notamment via le LMNP, le LMP, surtout le LMNP en réalité. Ça l'est un peu moins maintenant, c'est un peu plus difficile, les règles sont en train de changer. Sur le LMNP, ça va, enfin, à part sur la courte durée où ça a changé, mais sur le LMNP de longue durée... En fait, il y a le c'est pas vraiment le régime, c'est plutôt les biens en soi, parce qu'il y a toutes les histoires de rénovation énergétique. Donc, tu vois, typiquement, tu as des biens qui arrivent un peu en bout de cycle, parce que soit tu les bazardes, typiquement si tu as des biens E, je crois, c'est le prochain à sauter, ou F, je sais plus. Non, c'est G, là, les premiers qui vont sauter. Ok, donc tu as encore le temps. Mais tu vois, il faut quand même anticiper ça. Donc ça devient un peu plus contraignant. Et puis surtout, la réalité, c'est que c'est hyper chronophage. Tu vois, là, typiquement en ce moment, cauchemar, parce que j'ai 2 biens. J'en ai un en location longue durée, un en location courte durée, parce que je voulais tester. J'ai tout le temps des problèmes sur la courte durée, tout le temps. Tu m'étonnes. Donc ça prend un temps fou, alors que j'ai une conciergerie. Et c'est ça le pire, c'est que t'as beau déléguer, t'es quand même emmerdé. Bien sûr, mais ça c'est pour ça que l'investissement passif, FIRE 100% en ETF, moi je trouve que c'est hyper tentant, parce que littéralement tu ne fais rien, et si t'as raison, t'as pas de levier, mais si t'arrives à vraiment économiser beaucoup, ça, il faut beaucoup de capacité d'épargne. Il faut beaucoup investir, mais là c'est je veux dire, le compound, les intérêts composés, ils fonctionnent à pleine balle.
Et donc là, j'ai un autre bien et malheureusement, le locataire vient de me donner son congé. Et c'est pénible parce qu'en fait, c'est la pire période, tu vois, pour trouver un locataire. Et donc... Et t'as pas que ça à faire, en fait. Et j'ai pas que ça à faire. Je ne suis pas sur place. Et donc, c'est hyper chronophage. Donc oui, c'est génial parce que j'ai fait du levier, j'ai emprunté à 1%, etc. Trop bien. Mais en attendant, ça me prend quand même du temps. Ça me prend la tête. Moi, ça ne m'intéresse pas spécialement, l'immobilier. Je trouve ça hyper... J'adore parler avec des gens qui sont bons en immobilier parce que je trouve ça passionnant de suivre leur raisonnement. Moi, c'est pas quelque chose où j'excelle. Et donc, j'en fais un petit peu. Mais je trouve que c'est hyper chronophage. Par contre, c'est vrai que, tu vois, si quelqu'un qui débute, encore une fois, si on revient à la personne qui a 30 ans en CDI, 300 € de capacité d'épargne, bah franchement, ce serait dommage de ne pas utiliser cet effet de levier, sa capacité d'emprunt, parce qu'elle est là, elle est disponible. Et même si les taux sont à 4% à long terme, alors c'est embêtant, c'est sûr, mais la réalité, c'est que quand les taux vont baisser, on pourra renégocier. Il y a peut-être un moment là intéressant pour négocier des prix. C'est quelque chose qui s'est quasiment pas vu tu vois, à Lyon, à Bordeaux. Négociation de prix, c'était vraiment très dur. Là, je pense que c'est clairement devenu un marché d'acheteurs. Donc, c'est maintenant qu'il faut se positionner. Et tu vois, là, j'en parlais avec un banquier privé qui fait donc, le crédit, pour lui, évidemment, c'est son métier, littéralement. Et il me disait, là, il avait 0 dossier en cours. Et c'est quelqu'un qui est à Paris, tu vois. 0 dossier en cours en ce moment sur le crédit. Donc je me demande pourquoi. Enfin, est-ce que c'est toi qui refuses les gens ou c'est les gens qui juste ne poussent pas ta porte? Et donc il n'y a personne littéralement qui vient en agence pour demander un crédit ou qui appelle le conseiller. À la même époque, l'année dernière, le gars avait 12 dossiers en parallèle. Donc en fait, tu te dis, là en ce moment, si tu as envie d'acheter, pour moi c'est maintenant. Enfin, là, il y a un truc vraiment intéressant. Et ça revient un peu au précepte de Warren Buffett, tu vois, qui dit... c'est que la mère se retire. Ouais, ou alors, tu vois, c'est... j'ai pas la traduction littérale française, mais en gros, c'est quand tout le monde a peur, il faut que tu sois un peu agressif, et quand tout le monde est agressif, il faut que tu aies peur. Et bah là, moi, je sens que tout le monde a peur. Tout le monde se dit, l'immobilier, est-ce que ça va pas baisser plus bas, etc. Peut-être, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu de baisse. Enfin, il n'y a eu pas eu de baisse à Paris et dans les grandes villes depuis 10, 15 ans. Il n'y a personne qui pousse les portes des banques. Pour moi, c'est marché d'acheteurs. C'est maintenant que quelqu'un qui a une capacité d'emprunt, il peut vraiment faire des très beaux coups. Sous réserve de bien acheter aussi, d'acheter au bon prix. De toute façon, l'immobilier, c'est la plus-value se fait à l'achat. Ouais. Donc, et tu vois, il y a 3 critères qui comptent. L'emplacement. Donc tout le reste, aucune importance. Tu vois, moi j'ai acheté des biens qui étaient vraiment bien placés. Ils avaient des petits défauts. En fait, je me rends compte que l'emplacement, c'est juste génial. Il y en a un, il est en centre-ville piéton. Bah, il y aura jamais de route à cet endroit-là, c'est même pas possible, tu vois. Il y aura jamais plus d'appartements parce que c'est un quartier historique. Donc c'est ça qui compte. Donc effectivement, tu as raison, il faut bien acheter et c'est maintenant que vous allez faire la plus-value pour dans 20 ans. Et je pense que la seule question à se poser, et encore une fois, il ne faut pas suroptimiser parce que, tu vois, la plupart des gens ne sont pas passionnés par les finances et il faut pas, ça sert à rien de se faire des nœuds dans le cerveau. Il faut se poser la question, est-ce que dans les 5 prochaines années, vous voulez acheter votre résidence principale? Est-ce que c'est important pour vous? Si la réponse est oui, eh ben, je pense qu'il faut plutôt aller sur un achat de résidence principale tout de suite. Si la réponse est non, bon bah pas de souci. Go et maximiser la capacité d'épargne, acheter des biens locatifs à la chaîne, acheter un premier, je pense, un petit pour voir. Pour tester. Pour tester. Parce que moi je dis souvent, parce qu'il y en a beaucoup qui se laissent. Faut pas acheter un immeuble de rapport en premier. Faut pas acheter un immeuble de rapport à Roubaix. Ça se termine toujours mal. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça se termine toujours mal. Commencer par un immeuble ou de la division, tout de suite. Super dur. Non, mais super dangereux surtout. Super dangereux, bien sûr. Quand tu commences. Tu concentres tes risques. Enfin, tu vois, c'est l'opposé de la diversification. L'immobilier, t'es quand même hyper concentré sur deux biens. Et tu dépends d'un locataire. Et tu dépends d'un locataire. Et donc, en plus, quand je vois, moi, les professionnels qui le font, le temps qu'ils y passent, la recherche qu'ils ont fait, leur capacité à trouver les bons artisans, à négocier les prix, en plus, vu qu'ils ont plusieurs chantiers en parallèle, ils arrivent toujours à s'arranger. Enfin, ça, c'est vraiment un métier à part. Je pense, encore une fois, que tu vois, il faut pas... moi, je crois beaucoup au 80-20, au Pareto. Faut pas tout optimiser. Et donc là, typiquement, oui, tu ne vas pas faire la meilleure renta sur le marché si tu fais du LMNP, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, tu vas passer 10 fois moins de temps que celui qui va aller chercher le 15%. C'est possible, mais c'est hyper difficile. Donc, faut même pas essayer d'aller faire ça, sauf si tu te dis, à partir de maintenant, je vais consacrer tous mes week-ends. Soir, week-end, sacrifice, quoi. Tu vois, il y a Victor Laura, je pense que tu connais. Victor, il a un très gros patrimoine immobilier.
il passe, alors je pense qu'il le fait plus maintenant, mais à un moment, il passait tous ses week-ends Aller visiter. à aller visiter. Il faisait ça à la chaîne. Mais c'est ce que Enfin, même. Moi, sur le podcast, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, mais j'ai eu une catégorie d'épisodes qui s'appelait Parcours d'investisseur et j'ai interviewé, enfin, je le fais encore de temps en temps, quelqu'un qui est devenu libre financièrement. Il nous racontait comment il a fait. Il y a 5 qui sont passés et les 5, ils ont eu le même parcours, c'était immobilier. Ils ont réussi, alors le plus court, il a mis 5 ans et le plus long, il a mis 10 ans, mais c'était des machines de guerre. Ils faisaient que ça. Bon, très gros revenus. Bah ça c'est de toute façon c'est un peu le prérequis pour. C'est un peu le prérequis, donc gros revenus qui a permis de faire de faire des projets, d'enchaîner tout ça. Mais surtout, c'est des gens qui ont eu une niaque tellement énorme qu'ils ont été ok pour sacrifier soir, week-end pour tout, gérer les travaux, gérer les problèmes, gérer les locataires. Et moi je pense que c'est bien de prévoir le futur. Je suis le premier à dire prévoir le futur, capitaliser pour vous et tout, mais il faut aussi, tu vois, des fois vivre le moment présent, quoi. Et ça dépend voilà, de la situation de chacun. Si bien sûr tu as le temps et que tu es ok, il n'y a pas de souci. Et moi je sais voilà, que j'ai 2 enfants et il y en a un qui vient de naître, tu vois. Moi j'ai pas envie j'ai pas envie ouais, dans 6 ans je suis libre financièrement, mais je l'ai pas vu pendant 6 ans, tu vois. Et bon voilà. Il n'y a pas de. Mais tu vois, ça c'est vrai dans l'entrepreneuriat, c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans tout. Il n'y a pas de réussite exceptionnelle sans prise de risque exceptionnelle. Et donc quand tu regardes par exemple, tu vois, moi j'adore regarder les parcours des footballeurs parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens on les critique énormément parce qu'on dit regardez, un footballeur à 20 ans il gagne 3 millions d'euros, c'est vraiment un scandale. Oui mais en fait ce que tu oublies, c'est parce qu'il a travaillé avant. C'est que le gars, il fait que ça de sa vie depuis qu'il a 3 ans et demi concrètement. Et tu vois, j'ai la chance du coup d'avoir croisé des professionnels. Franchement leur vie elle est vraiment dure. C'est vraiment dur ce qu'ils font. C'est une pression de dingue. Alors oui ils sont millionnaires, ils sont extrêmement riches. Mais déjà il y a très peu, il y a beaucoup, il y a peu d'appelés, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Donc déjà ils ont passé 50 caps, tu vois. Et surtout c'est une intensité, c'est tous les jours, tu t'arrêtes jamais, tu t'entraînes tout le temps. Donc faire ça quand t'es au Real de Madrid et que t'es déjà une star, ok ça paraît évident en fait, mais le faire au centre de formation de Boulogne-sur-Mer où t'as aucune garantie de quoi que ce soit parce que t'es face à 100 personnes qui veulent te tuer pour prendre ta place et en fait il y a des millions de personnes partout dans le monde qui veulent faire la même chose. Ça c'est vraiment dur. Et donc c'est un peu pareil pour les investisseurs, c'est pareil pour l'entrepreneuriat, c'est pareil pour tout. C'est si vous voulez réussir, et d'ailleurs si vous voulez devenir riche avec l'investissement, la réalité c'est que il faudra prendre des risques qui sont très conséquents et y consacrer beaucoup plus de temps. La plupart des gens ne deviennent pas riches avec l'investissement, ils deviennent riches avec l'entrepreneuriat, ou ils deviennent riches avec leur métier, mais la plupart c'est quand même l'entrepreneuriat. Et ensuite, ils conservent ou ils augmentent cette richesse avec l'investissement. L'investissement, c'est pas le moteur de leur richesse. Tu vois, si tu vas dans une banque privée, un client jeune dans une banque privée, alors ça dépend, tu vois, en Allemagne par exemple, c'est 73 ans. En France, c'est un peu plus jeune, c'est plutôt 65 ans. Si tu regardes leur parcours, c'est toujours pareil, toujours des entrepreneurs, en vaste majorité, ou alors héritiers. Et c'est quoi leurs objectifs ? Ils investissent pour préserver le capital et pour couvrir les dépenses. Mais c'est rarement, ils ne sont pas là pour faire x2. Ouais. Donc si vous voulez devenir riche, l'investissement, oui, ce serait possible de faire un x100 sur le prochain Ethereum ou le prochain Bitcoin. Mais statistiquement, vous avez très peu de chance. Donc ça va être plutôt d'entreprendre, de maximiser votre temps, de créer de la valeur pour que des gens vous rémunèrent cher. Et en parallèle, générer des revenus pour investir. Et donc, quelque part, pour moi, c'est plutôt une couverture, c'est plutôt une protection qui permet de se constituer un patrimoine. Mais la vraie richesse, elle se crée avec l'entrepreneuriat. Elle se crée complètement avec l'entrepreneuriat. C'est ce qui est dit, je pense que tu connais ce bouquin, là, L'autoroute du millionnaire. Non, je ne connais pas. Tu n'as pas lu. Il est assez intéressant parce que il explique en gros que tu as la voie lente, hein, c'est en gros devenir riche avec on va dire l'investissement en bourse parce qu'il faut le temps que les intérêts composés y prennent, et la voie rapide c'est l'entrepreneuriat parce que tu n'as pas de plateforme de revenus et c'est comme ça que tu peux illimité. Aller ultra vite, quoi. Mais c'est hyper dur et vraiment faire de l'entrepreneuriat, en fait c'est assez paradoxal parce que tu vois, oui tu peux devenir riche en entreprenant, et oui la plupart des riches étaient entrepreneurs ou sont entrepreneurs, mais en fait il faut pas le faire pour ça. Donc c'est hyper paradoxal parce que c'est pas un moteur assez puissant. L'argent, franchement, quand il y a tout qui va mal et qu'il y a le ciel qui tombe sur la tête, c'est pas l'argent qui te motive. Il faut vraiment que tu aies un drive, une motivation. T'as vraiment un but. Ouais, t'as vraiment une niaque qui est beaucoup plus profonde. Et quand tu croises, tu vois, j'ai la chance de croiser quand même beaucoup de gens qui ont très très bien réussi. Ils adorent ce qu'ils font, littéralement. Alors oui, ils sont devenus riches par ailleurs, mais c'est
peut-être parce qu'ils adoraient ce qu'ils faisaient. Oui, ils étaient passionnés par le chemin et pas par la... Exactement, mais ils ont mis beaucoup de cœur, tu vois, dans l'activité. Et donc, ils étaient tellement passionnés, du coup, ils sont allés tellement dans le détail, ils ont tellement développé quelque chose, un produit, un service qui est unique, que finalement, le client l'a vu, a payé, qu'ils ont généré du chiffre, qu'ils ont peut-être revendu leur boîte et qu'ils sont devenus riches. Mais le moteur, ça peut pas être l'argent parce que c'est pas assez puissant. Et vraiment, je le dis en connaissance de cause, en gérant littéralement un business dont le but, c'est l'argent, c'est pas assez puissant. Et donc, il faut aussi trouver des relais. Mais par contre, la réalité, c'est que c'est la façon la plus simple. Après, il y a plein d'autres façons, il y a plein de chemins. Mais si tu vois, quelqu'un veut réussir de façon exceptionnelle, tu vois, là, j'étais avec un ami, son obsession, c'est de devenir milliardaire. C'est son obsession. Je pense qu'il va y arriver, en fait. Parce qu'il a un drive, c'est la 3e boîte qui monte, là, qui marche très bien. Et les 2 premières boîtes, c'est un peu des semi-échecs. Mais il a un drive incroyable. Donc, lui, il a cet objectif très long terme de devenir milliardaire, pardon. Mais ce qu'il veut aussi par ailleurs, c'est créer l'outil de référence dans son domaine qui est en gros les outils pour designers. Et donc, tu vois, il sait que s'il arrive à créer le meilleur outil, financièrement, ça marchera. Mais c'est un roller coaster, c'est des montagnes russes permanentes. Mais par contre, c'est vrai que l'investissement, une fois que tu as mis en place, et tu vois, je reviens un peu à ta question de base, moi, ce que j'aime bien, c'est réfléchir. Moi, je crois pas aux objectifs, moi, je crois au système. Parce que les objectifs, en fait, c'est super dur de se motiver. Une fois que tu as atteint l'objectif, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Rien, tu t'ouvres, je sais pas, tu bois une coupe de champagne, t'invites tes amis au resto. Et après, c'est fini, après, c'est le vide, c'est le néant. Un système, c'est quelque chose qui marche tout le temps. C'est quelque chose qui marche quoi qu'il arrive. Et après, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que tu en fais. Et donc, tu vois, si on revient à notre cas, 300 €, 30 ans, il a son PEA, il investit en faisant des virements programmés. Malheureusement, il n'y a pas encore de prélèvement sur les PEA. L'immobilier, en fait, quelque part, c'est de l'épargne forcée parce qu'il va rembourser l'emprunt. Donc, tu vois, ça marche. Et plus il automatise ça, notamment toute la partie virement programmé, en fait, moins il faut faire d'actions, moins il faut appuyer sur des boutons, plus on va le faire. Et donc, moi, j'adore le DCA, le fait de faire des... régulièrement la même somme. Exactement, mais sans devoir faire d'actions. C'est pour ça qu'on l'a fait sur Finari pour la crypto, parce que chaque fois, on regarde le cours et on va se dire attends, mais cette semaine, je vais attendre 2 jours. Voilà, je vais attendre 2 jours, etc. Mais non, en fait, non. Moi, tu vois, les gens me demandent tout le temps sur Finari, mais est-ce que toi, tu continues à investir en crypto alors que le marché est quand même hyper haut ? Bah oui, parce qu'en fait, j'investissais quand c'était beaucoup plus bas et j'investirai quand ça sera beaucoup plus haut. Parce que c'est pas ça ma stratégie. Moi, ma stratégie, je suis pas là pour le court terme, je suis là pour les 20 prochaines années. Donc, ce qui se passe actuellement, en fait, ça ne m'intéresse presque pas. Donc, c'est aussi assez paradoxal parce qu'on fait une app pour regarder son patrimoine, mais quelque part, il faudrait probablement pas regarder son patrimoine. Et derrière, il y a cette stat qui est assez marrante, qui est des clients, alors je sais plus, c'est Fidelity, ou bref, c'est un très gros gérant d'actifs américain. Ils ont analysé, l'équipe a analysé les portefeuilles qui étaient les plus performants. Et en fait, le dénominateur commun entre beaucoup de ces portefeuilles, c'est que les gens étaient décédés. Et donc, plus personne ne pouvait faire d'arbitrage. Et qu'est-ce que faisaient les gens ? Ils faisaient rien. Ouais. Ils faisaient littéralement rien. J'ai remarqué ça aussi, tu vois. Enfin, là, si on revient au truc des ETF, tu vois, j'avais interviewé, je sais pas si tu connais Tradosaur. Je connais. Un super interview. La bande à Nicolas Chéron, tout ça. Ouais, c'est ça. Bref, super interview. Et donc, le gars, il fait des émissions pour, en gros, donner les zones d'accumulation rationnelle pour dire quand investir, optimiser, machin et tout. Et il en connaît rien. Ça fait 20 ans il investit, donc des produits, il en connaît. Hein. Lui, sa stratégie ETF, tu sais quoi ? C'est un ETF monde. Voilà. Alors que le mec, il a tout testé, tu vois. Et c'est là où tu te dis que finalement, en fait, en étant le plus passif possible, en simplifiant tout, c'est des fois ce qui marche le mieux, quoi. Ouais, et je pense que, tu vois, c'est pour ça que je disais, il faut pas tout optimiser. Moi, je préfère mettre mon énergie dans mon entreprise, où je sais effectivement que les gains sont illimités. Et en plus, au-delà de ça, c'est une aventure humaine qui est hyper intéressante. Enfin, tu vois, j'apprends plein de choses, je fais des podcasts comme celui-ci, c'est juste hyper enrichissant. Et avant, moi, j'étais salarié, etc. Et j'avais pas ces perspectives-là. Aujourd'hui, je me dis, ouais, je peux rencontrer n'importe qui, je peux réussir à faire ce que je veux. Et je peux aussi construire ma vie comme il me plaît. Je peux décider qu'en fait, maintenant, on va aller en Italie parce que j'ai envie de vivre en Italie ou parce que j'ai envie de, tu vois. Donc, je préfère mettre mon énergie là-dedans plutôt que de passer 1000 ans à optimiser le bon trade, le bon point d'entrée, le bon truc, en sachant, tu vois, j'aime beaucoup les maths, en sachant pertinemment que statistiquement, je vais sous-performer. Tu vois, 80, là, je regardais les stats encore, c'est fou. Sur l'étude Spiva, qui est, je pense, mon étude préférée J'en parle souvent. en finance, tu vois, là, je regardais les chiffres, c'est encore pire qu'avant. C'est 80%. Je crois que c'est plus de 90%, je crois que c'est 92% des gérants américains sous-performent leur indice à 15 ans.
Et à 20 ans, c'est encore pire. En 20 ans, je crois qu'il n'y a plus là, sur leur site, je sais pas pourquoi. J'ai vu 20 ans, une fois. Et là, il y a 10 ans sur l'Europe, et c'est pareil, c'est 92%. Et tu te dis, pourquoi aller essayer de pire en pire. Comment j'ai commencé, je regardais, c'était 85, mais là, c'est encore pire. Et en plus, tu as le biais du survivant, parce que tous les fonds qui ont disparu, qui ont été mergés dans d'autres fonds, on les compte pas. Donc en fait, les stats sont encore plus mauvaises. Et tu as plein d'études qui te montrent que le gérant qui a été dans le top quartile, ou non, même dans le top décile une année, généralement l'année d'après, il est dans le bottom quartile, tu vois. Parce qu'en fait, il va collecter énormément, du coup, vu qu'il va collecter, il va plus pouvoir déployer la stratégie qui lui permettait d'exploiter les inefficiences de marché. Et donc, il se retrouve à faire une perf qui est nulle. Il n'est pas nul, le gars, c'est juste que c'est très dur de faire ce qu'il fait. Et donc, penser que quelqu'un qui, à la maison, n'a pas accès à des traders professionnels, à des analystes, n'a pas accès aux dirigeants en direct, n'a pas accès à même à un Bloomberg, tu vois, un terminal d'information, qu'est-ce qu'il va faire mieux qu'un gérant ? Et moi, on me dit souvent, oui, mais le particulier, il n'a pas toutes les contraintes du gérant, c'est-à-dire que le gérant, il a plein de seuils, il doit respecter plein de choses, c'est une société de gestion, donc c'est hyper encadré par l'AMF. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est pour ça que faire un petit peu de stock picking à la marge, ça peut bien marcher. Mais il ne faut pas que ça soit faut pas que ça soit le fond de portefeuille. Il faut vraiment que ça soit quelque chose, un peu une allocation satellite, quoi. Moi, je parle souvent, tu vois, du trouble risque-rendement, parce qu'on parle souvent de couple risque-rendement, tu vois. Moi, j'aime bien ajouter une composante qui est le temps de gestion. Donc, le trouble risque, rendement, passivité. Et je trouve que du coup, les ETF, ça coche la case trouble optimisé au mieux sur la partie bourse. Et sur l'IMO, moi j'ai tendance à penser que c'est les SCPI. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que c'est parce que voilà, dans la fameuse pyramide du patrimoine, au deuxième étage, on a le matelas de sécurité, il y a bourse et IMO qui sont un peu les deux piliers du patrimoine sain et solide. La bourse, voilà, on a parlé d'ETF, mais sur l'IMO, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai de la SCPI, j'aime bien ce produit, je trouve ça intéressant. J'ai reçu plusieurs gérants de SCPI, tu vois, fondateur de Quorum, fondateur d'Iroko, donc je connais bien le secteur. Je trouve que c'est un produit qui est intéressant, qui a clairement plein d'avantages. C'est un produit aussi qui a pas mal d'inconvénients, et je pense que la plupart des investisseurs se sont rendus compte des inconvénients maintenant. Avec la remontée des taux. Avec la remontée des taux, la baisse des prix de l'IMO, avec les défauts de locataires, et encore, c'était pas le plus grave dans l'équation. Et tu vois, il y a beaucoup d'assureurs qui ont bloqué les rachats sur des SCPI. Et comme par hasard, ils les ont réautorisés après l'ajustement à la baisse de la valeur de la part, du prix de retrait. Donc ça, c'est quand même c'est dur. Et donc, il y a des gens qui sont mangés des moins 15, des moins 20, des moins 25 sur un actif qui pensait être sûr. Et je pense que ça, c'est aussi... faut aussi peut-être un petit peu jeter la pierre aux vendeurs qui ont peut-être pas assez expliqué que le risque de perte de capital, le risque de perte de capital est réel. Alors oui, la part de liquidité aussi. Bien sûr. Donc là, le risque là, on avait les deux. Tu pouvais pas vendre, tu étais bloqué en assurance vie. Et en plus, tu vois, moi j'ai regardé quand j'ai acheté ma première SCPI, je me suis dit mais c'est quand même incroyable. Je regardais l'order book, un order book. C'est même pas un order book, c'est le carnet d'ordre de la SCPI. C'était un ratio ridicule. Il y avait 100 fois plus d'achats que de ventes. Donc je me disais, ouais, dans un monde où tout va bien, tout le monde vend ses parts sans aucun problème. Mais si ça s'inverse un jour et que les gens veulent massivement vendre, c'est pas le gérant, c'est pas la société de gestion qui va racheter. Il y aura personne en face. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Mais ça va être une catastrophe. Et vu que c'est vraiment le gérant doit réaliser le rachat, c'est du gré à gré concrètement, l'OTC. Et ben, t'es bloqué. Et la seule chose qui peut te débloquer quelque part, c'est si la valeur baisse pour que des gens se disent ah tiens, ça redevient un bon moment pour acheter ou que le marché se retourne. Donc c'est un super produit, mais il faut quand même avoir en tête que il y a des vrais risques. Et donc moi, ce que je recommande aussi, ce que font beaucoup d'utilisateurs sur Finari, c'est d'investir, de diversifier, évidemment. Faire un portefeuille de SCPI. Un portefeuille de SCPI, de faire l'investissement en DCA, et donc de rentrer progressivement dans les positions, et de mixer. Moi, ce que j'aime bien, c'est il y a des néo-SCPI qui sont super parce qu'il n'y a pas de frais d'entrée. Alors, attention, les frais de gestion sont quand même plus élevés, donc forcément, ils se rattrapent. On s'en fout un petit peu parce que ce qui t'intéresse, c'est ton rendement net. Ouais, ce qui t'annonce, c'est la performance nette de frais, mais il faut quand même voir s'ils arrivent à délivrer la performance nette de frais sur le long terme. Alors, je dis pas que c'est facile, ce qu'ils font. J'adore ce que fait tu vois, Iroko et Neo, etc. Remake Live aussi. Voilà, Remake, c'est trop bien. Mais attendons 10 ans quand même. Attendons 10 ans, attendons d'avoir 300 biens en portefeuille pour voir s'ils arrivent à faire la même perf que sur 30. La réalité, c'est que ça va être difficile et c'est bien normal. Donc, diversifier. Et par contre, ce qui est quand même génial, c'est que tu touches un revenu passif
mensuel pour certains, ou certaines Avec de SCPI. l'IMO et surtout, tu n'as rien à faire. T'as littéralement rien à faire. Tu peux même faire du levier. Donc, Tu peux faire du levier, tu n'as pas de locataire à gérer. Moi, ce que j'aime bien aussi, un des gros avantages qu'on oublie, c'est que c'est ultra diversifié. C'est bon, après, bien sûr, en fonction des SCPI, voilà, il faut que tu choisisses. Maintenant, tu es même diversifié en Europe. C'est vrai que, C'est ça, tu vois, à l'origine, c'était... géographiquement, sectoriellement, et tu n'as pas qu'un locataire, tu ne dépends pas que d'un locataire pour Bien sûr. payer, quoi. Et surtout, tu vois, encore une fois, c'est des gens, tu vois, j'en parlais avec Gauthier d'Iroko, pour ne pas le citer, ou même Frédéric Puzin de Quorum. C'est des gens qui vivent, respirent immobilier. Ils sont tout le temps en train de chercher le bon deal, ils ont une vue marché incroyable. C'est leur métier, quoi. Donc, oui, les frais sont élevés. Bien sûr qu'il faut faire attention aux aspects d'illiquidité, etc. Mais ça reste un bon produit. Mais comme d'habitude, est-ce que j'irai mettre tout mon argent en SCPI ? Non, certainement pas. Est-ce que c'est quelque chose qui a sa place dans un portefeuille diversifié pour quelqu'un qui veut faire de l'IMO ? Absolument. Et tu vois, ce que j'irais même faire, si on revient à un autre cas du gars qui a 30 ans, ou de la fille qui a 30 ans, il a probablement pas besoin du revenu complémentaire. En plus, il va être fiscalisé. Enfin, franchement, ça sert à rien là, à l'instant T. Donc, peut-être faire du démembrement, de la nue propriété, et aller chercher le maximum de parts avec la clé de démembrement la plus longue pour, tu vois, encore faire du levier quelque part et donc aller chercher peut-être 30 ou 35% de parts en plus, et donc la décote, sur un démembrement à 10 ans ou à 9 ans ou à 8 ans, peu importe. Ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est, tu vois, ça avec le recul, quand j'ai regardé la SCPI, ce concept de démembrement, je trouvais ça assez, enfin, tu vois, c'était assez improbable, quoi. J'avais pas forcément mesuré la puissance. Et après, quand je m'y suis de nouveau intéressé, je me suis dit, mais c'est génial, en fait. Moi, j'ai pas besoin d'un revenu complémentaire maintenant, mais par contre, j'aurais pu avoir beaucoup plus tard. Et en plus, j'évite de me pénaliser fiscalement. Enfin bref, il y a plein d'avantages. Donc, si vraiment je suis dans un mode où j'ai envie de créer de la richesse le plus possible, moi, je fais de la nue propriété, je prends la clé de démembrement la plus longue et après, tu as l'option assurance vie aussi. Ouais, bien sûr. Tant que ça reste dans l'enveloppe, zéro fiscalité, ça arrive sur le fonds euro, tu fais... Ouais, mais t'as pas de levier. Tu peux pas faire de levier. Tu peux pas faire de levier. Ouais, mais les deux sont intéressants, tu vois. Les deux sont intéressants et moi, je pose pas l'un et l'autre. Maintenant... Mais par contre, faire du levier avec de la nue pro, ça te fait une grosse mensualité, quoi. Ouais, ça te fait une grosse mensualité. Donc, mais du coup, peut-être tu peux mixer, tu vois, tu peux faire 50-50. Je sais, mais tu vois, j'ai eu le cas avec pas mal de clients, on a étudié la chose, ils avaient capacité d'endettement. Ça coûte cher. Et on se disait, en fait, ton effort d'épargne que tu mets pour payer ton crédit en nue pro, si en fait, ce même effort d'épargne, tu le mettais en DCA sur ton assurance vie sans fiscalité, j'ai fait les simulations à plusieurs reprises et souvent, c'est plus intéressant de faire ton assurance vie. Mais c'est pour ça qu'il faut calculer le TRI et faut bien tout calculer, mais faut comparer ce qui est comparable. Après, tu vois, moi, je voyais beaucoup de clients qui me disaient l'assurance vie, ça offre la liquidité instantanée en SCPI. Bah non, en fait. Non, ça a été démontré que c'est pas le cas. Parce que les assureurs ont bloqué les rachats. Et ils ont prévenu les sociétés de gestion en leur disant on vous sauvera pas. Donc maintenant, vous démerdez, quoi, concrètement. Donc tu vois, faut quand même faire attention parce que si tu rajoutes l'enveloppe, bah forcément, tu rajoutes un intermédiaire qui peut décider du jour au lendemain qu'en fait, il a des intérêts qui sont divergents des tiens. Et tu peux te retrouver bloqué. Donc, je reviens à mes petits ETF et au marché action. Moi, je trouve que le marché action, en fait, plus je passe de temps à comprendre comment ça marche, plus je passe de temps, même pas à comprendre, mais plus je passe de temps juste à observer le système, plus je me dis, en fait, c'est la plus belle créature capitaliste qui existe. C'est la plus belle chose que le capitalisme ait créée. C'est un accès libre aux plus belles entreprises du monde avec une liquidité. Alors, la liquidité n'est pas parfaite, mais la réalité, c'est que sur un titre large cap, enfin grande capi, en Europe ou aux US ou n'importe même au Japon, il n'y aura aucun problème à passer des ordres pour un particulier, même s'il envoie des millions il envoie des millions d'euros à vendre. Donc, tu peux acheter, tu peux vendre instantanément via un compte titre. Compte titre, il y a zéro frais. Tu t'ouvres un compte titre en 3 minutes sur n'importe quelle app et tu peux devenir actionnaire des plus belles boîtes. Tu ne fais absolument rien, tu te fais payer un dividende. Tu ne fais absolument rien, tu profites de leur croissance. Alors évidemment, tu te prends aussi la perte en capital si ça ne marche pas. Mais je veux dire, c'est la liquidité et cette liquidité instantanée, je trouve que ça a vraiment pris tout son sens. Maintenant, on se rend compte que le cash, c'est roi, quoi. Donc si tu ne peux pas sortir de ta position, tu ne peux pas sortir d'un bien immobilier en quelques minutes. Ouais. Ça ne marche pas. C'est plutôt en 6 mois, 9 mois. Tu ne peux pas sortir d'une SCPI en quelques minutes. Tu ne peux pas sortir de beaucoup de produits. Donc les produits qui sont liquides, un compte à terme, tu vois, tu peux sortir, bon, tu as des pénalités et tout, c'est pas très grave. Mais les produits qui sont liquides, le livret A, c'est liquide. Les actions, c'est liquide. Même la crypto, c'est liquide. Donc, tu appuies sur un bouton, tu récupères ton argent. Ça, c'est quand même quelque chose que
avec le temps, j'apprécie de plus en plus. Ça fait partie des critères qui ont pris le plus d'importance pour toi. Exactement. Parce que dans l'environnement actuel, et c'est pour ça, tu vois, je vois beaucoup de gens qui me disent « Ah, si seulement j'avais commencé à investir avant, etc. » Je veux dire, mais l'environnement là, actuel, il est super pour investir parce que là, il se passe plein de choses. C'est hyper intéressant. L'immobilier baisse, donc moi, j'irais peut-être plutôt passer du temps sur l'immobilier que les marchés actions qui sont au plus haut historique. Même si, je te disais tout à l'heure, 75% du temps, les marchés montent et que statistiquement, tu vois, dans 30 ans, ouais, je pense que les marchés actions seront supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura un creux monumental ? Peut-être. Mais même, tu vois, le Japon s'est remis de sa baisse, tu vois, qu'il avait mis il y a des années. 30 ans, ouais. Et si tu regardes sur le graphe, tu vois, même pas un graphe logarithmique, juste un graphe normal de prix du S&P 500, du MSCI World, de n'importe quel indice majeur, tu regardes les crises financières d'il y a 50 ans, elles sont invisibles. Les crises financières, tu vois, la crise de 2000, le crack des valeurs télécom, enfin des valeurs tech, il est très peu visible. Même le Covid, à la limite, c'est un blip, quoi. On a perdu, je sais plus, 30-35%. Ouais. Et en fait, ça a duré un mois et demi, la forte baisse, et après, c'était reparti, et c'était génial. Et donc, même là, je trouve que c'est un bon moment. Et ce qui est trop bien, c'est que c'est devenu hyper facile d'investir, les frais sont hyper bas. Avant, il fallait passer des ordres par le téléphone, ça coûtait 25 €. Maintenant, tu peux faire tout seul avec un téléphone en quelques minutes. Tu as accès à tout, tu as accès à tous les marchés, toutes les devises, tout ce que tu veux. Franchement, c'est le paradis de l'investisseur, c'est génial. Mais par contre, il faut se prendre en main parce que la réalité, c'est que si tu fais confiance aux autres... il faut manger ta perf. Voilà, en fait, il faut qu'il se rémunère. Et donc, la réalité, c'est que toi, si tu ne payes pas l'autre, bah, c'est lui qui se paye sur tes commissions. Et donc, voilà, c'est tout le problème. Et les intérêts composés, ils vont plus dans la poche de l'intermédiaire que dans la tienne. Bah ouais, parce que tu vois, si tu payes 2% de frais par an... D'ailleurs, tu vois, nous, sur Finari, on monte les frais sur les sous-jacents, les fonds. Donc, typiquement, on va scanner ton assurance vie. On va dire, bah tiens, dans ton assurance vie, tu as tel fonds qui prend en moyenne 2% par an. 2% par an sur 30 ans, ça fait 43% de la performance. Si on prend une performance annuelle de 8%, ce qui est en gros les marchés actions, ça fait 43% de la perf que tu donnes au gérant pour que le gérant sous-performe son indice dans 95% des cas. En fait, quand tu penses ça, c'est quand tu l'expliques, les gens te disent Mais pourquoi ? Tu vois, quand on a sorti la fonctionnalité et on a fait un graphe pour montrer et surtout on a affiché le montant le manque à gagner, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit c'est faux. C'est faux, c'est impossible, votre calcul est faux. Et donc j'ai même publié, les gens pourront aller vérifier, j'ai publié le calcul, qui est un calcul extrêmement simple en soi, qui montre que les intérêts composés, ça marche aussi en ta défaveur. Parce que si tu perds 2% par an, mais le manque à gagner, il grossit très très vite. Et ça, le meilleur outil qui existe, je trouve, j'en parle souvent dans le podcast, c'est un truc en plus, il n'y a pas une autorité plus légitime, c'est le simulateur de frais de l'AMF. Je sais pas si tu connais cet outil. Ouais. Ils sont inspirés de nous, franchement. On va pas dire. Ils l'ont sorti après nous. Il y a tellement de gens qui me l'ont envoyé qui m'ont dit mais attendez, l'AMF, maintenant, ils vous copient Finari. Et ils ont aussi sorti un agrégateur de patrimoine. Donc j'ai envie de dire à l'AMF, venez, moi je veux bien le donner. Moi je veux bien le donner gratuit. Finari, c'est gratuit. Donc qu'est-ce que vous voulez réinventer la roue ? Mais non, c'est trop bien. Et c'est trop bien qu'il y ait des outils comme ça. Surtout que tu vois, la légitimité de l'AMF, ça permet de dire que même eux qui sont là, c'est bien sûr. Boursiers, ils disent attention. Mais il y a quelque chose qui s'appelle Value for Money, qui est une obligation maintenant, qui est en train de faire peur à beaucoup d'assureurs, de gérants. Parce qu'en fait, les assureurs sont en train de délister tous les fonds qui ont des frais qui sont abusifs, concrètement. Qui ont des frais qui sont à 3,5% pour des large cap européennes. Enfin, des trucs qui sont absurdes. Et donc... c'est en train de faire très très mal aux gérants qui profitaient de ça, parce que mine de rien, c'est des petits fonds qui ont 200, 500 millions d'euros d'encours. Ils gagnent quand même assez bien sur ces frais. À 3%. Voilà, à 3%. Et en fait, les clients, ils se disent j'ai plus que j'avais il y a 10 ans, donc ça doit être pas mal. Mais non, en fait, c'est catastrophique. Donc, et ils ont sorti je ne sais pas combien de rapports qui épinglent les frais. Maintenant, ce que je trouve un peu dommage, ce que je vois souvent, c'est qu'ils disent oui, mais regardez, maintenant, il y a ce qu'on appelle le DIC, des documents réglementaires en fait. Mais qui c'est qui va les ouvrir ? Le particulier voilà. va pas l'ouvrir. Donc en fait, ça pour moi c'est une réponse de bureaucrate. C'est pas possible de penser que quelqu'un va ouvrir un DIC s'il ne sait même pas ce qu'est un fonds, s'il ne sait même pas que en fait il part du principe que de toute façon le gérant va battre son indice puisque c'est un professionnel. Il sait même pas ce que c'est un indice. Tu vois d'ailleurs, pour moi ce qui est vraiment l'alerte rouge absolue, c'est les gens qui parlent de performance absolue. Et tu regardes, il y a plein de sites. Il y a plein d'assureurs que je ne citerai pas, même des banques en ligne. Je regardais leur offre d'assurance vie, gestion pilotée, vraiment catastrophe, faut jamais y aller.
enfin, par quelques rares exceptions, leurs performances, elles sont en valeur absolue. Et j'ai envie de dire, les gars, arrêtez, stop. Ça ne veut rien dire. La performance, c'est relative. Elle doit être relative à l'indice de référence. Si vous faites plus 8 et que l'indice de référence, ça fait plus 10, bah vous avez payé pour moins 2 points de performance. Donc ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Et donc vraiment, quand vous regardez un site et qu'on voit la performance absolue, pour moi, c'est un red flag absolu. Ça veut dire probablement que les performances sont catastrophiques. Et généralement, pour faire simple, regardez le MSCI World et regardez ce qu'il a fait. Et voilà. ça donne déjà un indice, savoir s'il a bien piloté. Mais même, en fait, il faut juste garder en tête, en gros, 8% par an, 9% par an, c'est ce que font les indices boursiers, même ajustés aux frais qui sont ridicules. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des années, peut-être que, je sais pas moi, si on a un marché baissier, peut-être bien sûr, à l'année, ou même c'est plus 20, tu vois, c'est pas tous les ans, ça fera 8, donc il faut quand même toujours comparer tous les ans avec l'indice de référence. Ouais. Et moi, je préfère aussi regarder des périodes longues, tu vois, quelqu'un qui me dit, oui, mais mon fonds, tu vois, franchement, il y a plein de petits signaux que j'ai détectés maintenant qui permettent de savoir le niveau de connaissance d'une personne. Et c'est pas du tout péjoratif, je fais pas du tout ça pour dénigrer les gens. Mais je vois souvent des gens qui me disent, oui mais attendez, attends, vous dire, j'ai fait, mon fonds il a fait plus 25 l'année dernière. Ok, super. Alors je sais pas combien le marché a fait, je crois que le marché a fait plus l'année dernière, mais surtout non, il a fait moins. Mais surtout, un an c'est pas représentatif, oui, c'est 5 ans, un cycle d'investissement. 10 ans c'est encore mieux, 20 ans c'est encore mieux. Donc, sur une année, ça veut rien dire. Sur une année, ça veut rien dire. Donc, tu vois, il faut vraiment raisonner à long terme. Et c'est pour ça que ça revient à la question de l'éducation financière et de l'optimisation du Pareto. Tu sais que statistiquement, le MSCI World, il a fait 8% par an depuis qu'il a été créé, le S&P 10%. Même si tu l'ajustes à l'inflation, même si tu es hyper conservateur, tu peux dire que ça va faire 5% par an, net d'inflation. Mais il y a quoi qui paye 5% par an net d'inflation? Il n'y a rien qui paye ça. Alors aujourd'hui, on a des taux hyper élevés, mais ça va disparaître un jour et on va terminer avec des taux à 2, 2,5, tu vois. Je regardais le rapport annuel de la Société Générale qui projette des taux à 2,5 d'ici 18 mois. Donc il y aura vraiment une prime de risque à aller sur des actions. Donc juste savoir ça, c'est un énorme avantage. Et simplifier, baisser les frais. Franchement, les frais, c'est la performance va et vient, les frais sont pour toujours. Une de mes phrases préférées de Warren Buffett, bah, c'est ça. C'est si tu limites tes frais, c'est la seule chose que tu peux contrôler parce que ta performance, tu ne sais pas. Mais si tu investis dans le MSCI World ou dans des grands indices qui historiquement ont bien performé, tu peux être en droit d'espérer d'avoir une performance similaire. Et tu vois, pareil, tu regarderas mes vidéos, c'est assez marrant, il y a plein de gens qui disent oui, mais tu dis 8%, mais là, il y a la guerre, là, il y a machin, là, il y a truc. Oui, mais des guerres, il y en a eu déjà plein, il y a eu des crises. Il y a eu des périodes d'euphorie, il y a eu tout ça a déjà existé plein de fois. Et moi, j'étais même pas là pour le vivre, mais tout ça a déjà existé 50 fois. Donc, il n'y a rien de nouveau. Par contre, je pense il y en aura certainement bien sûr qu'il y en aura d'autres. Et heureusement, parce qu'en fait, ça permet aussi de respirer aussi. Ouais, et de purger, tu vois, typiquement en crypto, la disparition de FTX. Alors, ça a été terrible pour beaucoup de gens, mais je pense que ça a été une excellente chose parce que ça a assaini le système et le marché est reparti beaucoup plus fort, beaucoup plus sain, avec les régulateurs qui ont commencé à regarder les bonnes choses. Donc ça a été quelque part un mal pour un bien, même si des gens ont malheureusement perdu de l'argent. Donc les crises, ça a cette vertu d'assainir. Mais donc ça arrivera toujours, et c'est pas grave en fait. Ça aussi pour moi, tu vois, c'est quelque chose que quelqu'un qui débute, il va se dire oui, mais est-ce que je suis pas en train d'acheter le dernier jour avant la prochaine crise financière? Oui, peut-être. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, tu vas acheter le mois prochain, le mois suivant, le mois d'après, et chaque mois, tu vas acheter la baisse. Et donc, au pire, ton prix moyen, eh ben, forcément, tu vas le lisser. Et si les marchés baissent très fortement, eh ben, tu auras fait quand même une bonne affaire puisque tu seras rentré non pas au top, mais en fait progressivement. Donc, et même si statistiquement, ce qu'on appelle le lump sum, l'investissement en un coup, est plus rentable que le DCA. Oui, mais psychologiquement, c'est plus dur aussi. Bien sûr, c'est hyper dur. C'est pour ça que, tu vois, il y a une étude Vanguard qui a fait le comparatif et ils ont fait tous les scénarios. C'est toujours plus intéressant. C'est quasiment toujours plus intéressant, mais c'est très difficile. Moi, je me suis retrouvé dans la position et j'ai parlé avec un investisseur extrêmement chevronné qui m'avait littéralement dit, regarde cette étude que je connaissais déjà, mais bon, il me l'a ressorti. Il m'a dit, franchement, le lump sum, c'est plus rentable. J'ai été à ta place il y a je sais plus combien de temps. Et j'ai fait un lump sum, même si j'ai eu peur, ça a mieux marché. Et aujourd'hui, si j'avais fait un lump sum, ça aurait mieux marché. Ça aurait mieux marché, mais c'est pas grave parce que mieux dormi la nuit. Voilà, aussi, exactement. En fait, quand je voyais le marché baisser, je me disais ah chouette, je suis content quoi. Je vais pouvoir racheter. Et quand je voyais les marchés augmenter, je me disais bon bah ok, c'est pas grave. Tu vois, je suis déjà dedans, donc on peut pas tout optimiser, mais typiquement le DCA, je trouve que c'est tellement plus simple psychologiquement. Tu vois, moi j'ai mon DCA qui tourne sur Finari, mais j'ai plein de DCA qui tournent par ailleurs.
j'y réfléchis même pas en fait. Et ça, C'est la passivité. ça, c'est vraiment bien parce que cette énergie, ce temps-là, ce temps de cerveau, je le mets sur autre chose et je pense que je peux apporter plus de valeur ailleurs. Ok Mounir, bon on a un peu explosé le temps. Je vais juste poser une dernière question. Alors je vais en poser bien sûr plein d'autres, mais je vais juste finir là-dessus. Juste si on revient sur ta pyramide patrimoniale, moi il y a un truc que j'ai noté par rapport à la mienne, parce que j'ai aussi ma pyramide. Et chacun a sa pyramide. Chacun a sa pyramide. C'est un concept universel. C'est ça, mais c'est intéressant parce que j'ai comparé avec la tienne, et il y a un truc où du coup, ce qui est différent de la mienne, c'est que toi tu mets l'étage crypto entre l'étage bourse IMO et la partie exotique. Pour moi la crypto c'est de l'exotique, même si voilà, on peut avoir des convictions machin, mais ça reste quand même exotique dans le sens où voilà, c'est volatile, risqué, tout ça. Pourquoi tu considères que ce n'est pas exotique et que c'est pas sur la pointe de la pyramide, tu vois, les cryptos? Alors plein de raisons, mais c'est vrai que j'ai une appétence particulière pour la crypto. Et tu vois, je la pratique depuis plusieurs années maintenant. T'as connu le premier bull run en 2017? Effectivement, bull run en 2017. Et du coup, tu vois, j'ai vu beaucoup de choses. Et surtout, tu vois, en 2017, la blague, c'était... la rumeur disait qu'il y allait avoir des ETF Bitcoin. Et tout le monde disait ça, mais ça paraissait complètement absurde. Aujourd'hui, il y a littéralement des ETF spot, Bitcoin, chez BlackRock. Enfin, tu vois, si on me l'avait dit à l'époque, franchement, j'y aurais pas cru. Donc, c'est une classe d'actifs qui s'est vachement normalisée, qui s'est institutionnalisée. Aujourd'hui, les gens qui achètent des ETF Bitcoin, c'est pas toi et moi, c'est des fonds de pension, c'est des hedge funds, c'est des gens qui, avant, en fait, avaient trop de difficultés à détenir l'actif crypto parce qu'en fait, il y a plein de... Il y a toute une... En gros, c'était pas intégré dans leur chaîne de travail habituelle. C'était ça le problème. Là, aujourd'hui, ils tradent sur des outils et d'un coup, sur l'outil, il y a du Bitcoin. Alors qu'avant, il fallait aller sur Coinbase, il fallait peut-être avoir un wallet, un ledger, c'était infernal pour eux. Donc, la classe d'actifs s'est énormément normalisée, elle s'est énormément démocratisée. Il se trouve qu'aussi, c'est la classe d'actifs qui a permis à beaucoup de gens d'investir pour la première fois. Il y a beaucoup de gens qui investissent en crypto avant d'investir en actions. Ce qui était un peu contre-intuitif, si on s'en réfère à la... C'est extrêmement contre-intuitif, mais je trouve ça pas plus mal parce qu'au moins, ça leur met le pied à l'étrier. Après, généralement, ils se prennent une claque et ils voient que c'est extrêmement risqué et donc, ils baissent un peu la cadence, ils restent sur les basiques. Et est-ce que je pense que la crypto va surperformer le marché action sur le long terme? Oui. Est-ce que je pense que la prime de risque va se resserrer? Absolument. Donc tu vois, aujourd'hui, le Bitcoin, historiquement, par année, c'est absurde comme taux de rendement, c'est plus de 50%, ça n'a aucun sens. Ethereum, c'est encore plus. Donc je pense qu'on va largement baisser, mais sur le long terme, effectivement, tu auras une prime de risque qui sera supérieure à celle du marché action. Et donc moi, j'ai envie de la prendre. Par contre, mon investissement crypto, il est très proche d'un investissement ETF. Tu vois, moi je regarde Bitcoin, je regarde Ethereum, et après à côté, pour moi, si tu as les deux, en fait, tu as ton ETF crypto, ça sert à rien d'avoir 50 valeurs, parce qu'en gros, c'est les deux qui dirigent le marché. En réalité, c'est même Bitcoin qui dirige le marché. Et après, le reste, je regarde les valeurs qui pourraient fonctionner demain. Tu prends quand même des altcoins et tout, tu t'amuses? Ouais, mais j'en ai très peu. Tu vois, concrètement, j'ai un altcoin en portefeuille que je citerai pas, parce que sinon, on va me dire que je fais de la recommandation. Mais tu vois, j'y passe pas plus de temps que ça. Pourquoi je le mets avant l'art, les sneakers, même le private equity, tu vois. Ou même l'or, tu vois. Ou même l'or. Parce que déjà, je pense que le Bitcoin est une version bien meilleure que l'or. L'or, ça a plein d'avantages, mais la réalité, c'est que et ça, tu vois, c'est assez marrant, la supply d'or totale n'est pas connue. Et en fait, il y a plein de théories qui disent que si on arrive à miner des astéroïdes, en gros, il y aurait de l'or dedans. Et donc, en fait, ça rendrait la valeur complètement... De l'or peut-être un peu plus basse. Ouais, exactement, parce qu'en fait, tu pourrais augmenter la supply. Donc, on sait même pas exactement combien il y a d'or. L'or, par contre, a des applicatifs assez forts, parce que c'est principalement pour la bijouterie. C'est vraiment le gros driver de l'or. Mais la réalité, c'est que l'or, sur le long terme, ça performe pas super bien. C'est un actif refuge, quoi. C'est un actif vraiment refuge, et c'est hyper pénible à stocker, tu vois. Et d'ailleurs, si vous voulez acheter de l'or, n'achetez pas des lingots, achetez des pièces, parce que la réalité, c'est que vendre un lingot, déjà il y a un coût quand même assez conséquent. Des pièces ça vaut 300 €, 200 €, donc on peut en vendre assez facilement. Donc d'un côté tu as un actif qui n'a pas performé fantastiquement, dont la supply est même pas véritablement connue et qui est très difficile à stocker, il faut avoir un coffre, etc. Et de l'autre côté tu as un actif qui est concrètement son jumeau numérique, qui certes est beaucoup plus volatile pour l'instant, mais je pense que ça va se normaliser à mesure que les détenteurs vont être de plus en plus centralisés. Enfin tu vois, ça va être, quelque part c'est un peu paradoxal, ça va être très centralisé. Très facile à stocker, très facile à transférer. Donc tu vois, moi c'est beaucoup plus en ligne avec mes convictions. C'est extrêmement liquide. Tout le marché crypto est extrêmement liquide. Le marché tu vois, moi j'ai investi en start-up, j'ai investi aussi dans des objets de collection, etc.
c'est pas du tout liquide comme marché. Et pour moi, c'est pas surtout quelque chose qu'on devrait faire. On peut le faire. Et le private equity, pareil. Pour moi, si tu as 10 millions d'euros, oui, c'est intéressant de regarder du private equity parce qu'en fait, tu peux rentrer dans les vrais fonds avec mettre des parts à 100 000 euros, etc. Et encore, c'est petit, tu vois. Mais même ça, il faudrait diversifier. Il faudrait avoir, je sais pas, 5 fonds. Donc ça veut dire qu'il faudrait mettre 500 000 euros. C'est quand même assez conséquent. Donc tout ça, pour moi, c'est pas indispensable. Tu n'as pas vraiment besoin. Le petit cône de la pyramide, c'est de l'optionnel. T'as pas besoin d'acheter des cartes Pokémon, t'as pas besoin d'acheter des sneakers, t'as pas besoin d'acheter des montres, t'as pas besoin de lingots d'or. Est-ce que t'as besoin de crypto? Je le dis très clairement, je l'ai dit plein de fois sur Twitter et sur LinkedIn, t'as pas besoin non plus de faire de crypto. Si t'aimes pas le risque, et nous on a plein d'utilisateurs sur Finari qui n'aiment pas la crypto, t'as pas besoin d'y aller. Par contre, je pense qu'effectivement ça a sa place dans une allocation, et sur le long terme, vu que la prime de risque sera bonne, sera favorable, avec une allocation assez safe, qui ne sera pas celle qui performera le mieux. Pour faire de la meilleure performance en crypto, il faut aller sur les projets complètement fous, prendre des risques énormes, mais ça ne m'intéresse pas, ça. Je pense que ça vaut le coup. Et donc, tu vois, si je me dis, j'ai mon matelas de sécurité, j'ai des ETF actions, je pourrais avoir des ETF obligataires aussi d'ailleurs, j'en ai, mais quand même relativement peu par rapport aux actions. J'ai de l'immobilier, pierre-papier, tu vois, pierre physique, quoi. Et j'ai un peu de crypto. Moi, je pense que j'ai un package très solide. Franchement, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Je vois pas en fait ce que je rate. Pour moi, les autres investissements, et c'est pour ça que je les ai pas mis dedans, c'est du plaisir. Donc j'achète des objets pour me faire plaisir. Et j'espère évidemment faire un gain. Mais si j'en fais pas, c'est pas grave parce que j'aurai toujours l'objet et que je l'adore. J'achète pas de la crypto pour le plaisir, j'achète de la crypto pour faire un gain. Et aussi parce que je crois que c'est sous-coté par rapport à ce que ça peut valoir. De toute façon, le Bitcoin, pour moi, c'est simple. C'est soit ça vaut 0, soit ça vaut beaucoup plus. Là, ce que ça vaut, en fait, ça n'a pas vraiment de sens économique parce que si c'est vraiment l'équivalent de l'or, mais diffusable à l'infini, hyper stockable, aussi divisable, avec une pénétration de marché énorme, ouais, je pense qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'augmentation à encore aller chercher. Ou alors ça ne marche pas, dans ce cas-là, ça vaut 0. Mais moi, j'ai envie de prendre ce pari. Par contre, c'est évidemment une partie quand même relativement restreinte. C'est pour ça que c'est au-dessus. Tu as géré ton risque et c'est pour ça que tu as une allocation qui correspond bien sûr, aussi, bien sûr. Et pour moi, c'est pas du tout un... Tu vois, je me dis, c'est de l'upside. Je pense que ça va bien marcher. Mais sur le long terme, je ne parie pas là-dessus. Et tout le reste au-dessus, c'est du bonus. Et franchement, si on s'arrête avant les actifs alternatifs, on peut avoir une super allocation. Et même si on s'arrête avant la crypto, tu as du cash, d'immobilier, des actions, un peu d'obligataire, c'est bon. Tu peux aller jusqu'à la retraite, tu peux te faire plaisir et tu peux être un super investisseur. Merci Mounir. Merci Thomas. Ça, on a un peu explosé le temps, c'est mon record là je crois. Mais merci en tout cas, c'était super intéressant du coup, j'ai pas vu le temps passer. Pour terminer, donc on a suffisamment dit. Finari, vous pouvez retrouver du coup Mounir sur sa chaîne Finari et puis ouvrir un compte bien sûr si vous voulez tester. Sur finari.com ou l'App Store. C'est ça. Et si je dis pas de bêtises, il faut 100 000 abonnés pour que tu montes en patrimoine, c'est ça? S'il faut 100 000 abonnés avant le 15 avril. Donc 15 avril. Écoute, là on est à je sais plus combien. On n'y est pas encore. Alors je suis pas sûr que l'épisode sorte avant le 15 avril par contre. Bon écoute, du coup vous saurez si mais effectivement j'ai dit que si on passait le cap des 100 000, il faut savoir qu'on avait 5 000 abonnés l'année dernière, je pense à la même époque, même moins, 3 000. Je présente mon patrimoine, voilà, et donc les gens vont voir en fait que ce que je prêche toute la journée, c'est ce que je pratique, et je trouve que c'est bien normal. Ouais, c'est bien normal. Mais bon, je le montrerai si on atteint les 100 000. Bon, peut-être que je vais revoir ma prograde de podcast. Exactement, si tu veux pousser le truc. Ça marche. Merci beaucoup Mounir. Merci Thomas. À bientôt. Salut.